Pendant mon service aux urgences, j'ai traité un garçon de 4 ans gravement malade. Ironie du sort, ses parents étaient mon ex-mari et sa maîtresse. J'ai fait mon devoir et les sauver, mais d'horribles secrets ont vite commencé à se révéler. Le 26 juillet 2026, à 11h39, la pluie battait les hautes fenêtres de l'hôpital Sainte-Marguerite de Paris comme si elle cherchait à s'introduire, dispersant des reflets fracturés sur le sol brillant du service des urgences pédiatriques. La docteure Aurélie Dubois marchait dans le couloir, sa blouse blanche ouverte sur ses tenues chirurgicales bleu marine, ses cheveux tirés en arrière sans la moindre trace de vanité, ses yeux rivés sur les moniteurs et les voix qui se mêlaient dans un état d'urgence contrôlé. Elle était de garde depuis 15 heures, mais pas un tremblement ne trahissait l'épuisement dans ses mains. Pour les internes, ce calme ressemblait à de la froideur, pour les enfants survivants sous ses soins, c'était un refuge. Elle s'arrêta devant le lit 3, où une petite fille souffrant d'une grave crise d'asthme respirait enfin sans effort, et ajusta son masque à oxygène avec une précision délicate. La mère de l'enfant attrapa la manche d'Aurélie, murmurant ses remerciements. Mais Aurélie ne sourit qu'avec une tendresse brève, presque timide, avant de passer à autre chose. Elle ne se permettait pas de s'attarder trop longtemps dans la gratitude des autres, car la salle d'urgence ne pardonnait pas les distractions. Derrière elle, Denise, l'infirmière en chef la plus vétérante du service, la regardait avec une fierté silencieuse, admirant la docteure que la ville avait appris à respecter bien avant de connaître son histoire. À 23h47, les portes automatiques de l'entrée s'ouvrirent violemment, un homme trempé courut à l'intérieur, ses coûteuses chaussures en cuir glissant sur le carrelage. Il tenait un petit enfant contre sa poitrine comme s'il portait son propre cœur hors de son corps. Le petit garçon avait les lèvres violettes, la tête tombant en arrière, les cils agglutinés de sueur. Derrière eux, une femme vêtue d'une robe de créateur blanche, son maquillage étalé en ligne bien trop parfaite pour le désespoir qu'elle simulait, hurlait à l'aide comme quelqu'un exigeant l'obéissance d'une audience. Aurélie se retourna avant même d'entendre son nom, guidée uniquement par le son erratique de la respiration de l'enfant. Elle fit 2 pas rapides et leva la main, dirigeant son équipe de traumatologie d'un geste précis. Lorsque ses yeux rencontrèrent le visage de l'homme, tout le couloir sembla perdre son bruit pendant une fraction de seconde. Monsieur Nicolas Valois se tenait devant elle, pâle, brisé et entièrement reconnaissable. 6 mois plus tôt, enveloppé dans son arrogance de milliardaire, il l'avait expulsé de sa vie d'une signature froide et d'une phrase qui laissait encore des cicatrices invisibles. Maintenant, il tremblait devant elle comme n'importe quel autre père désespéré. La reconnaissance transperça Nicolas comme une lame silencieuse. Aurélie, la femme qu'il avait traitée de croqueuse de diamants quand Solène lui avait remis des preuves fabriquées, la femme qu'il avait laissée seule dans un penthouse vide, entourée de journalistes et d'accusations. Tandis qu'il choisissait de croire sa maîtresse enceinte. Pendant un instant, il voulut dire quelque chose, supplier son pardon ou nier le passé, mais le garçon dans ses bras halta et sa culpabilité resta sans voix. Aurélie ne le regarda pas comme un ex-mari ou un traître, elle regarda l'enfant et cela suffisait. Salle de traumatologie pédiatrique tout de suite, dit-elle d'une voix ferme. Denise, posez une voix veineuse. Étienne, moniteur cardiaque et saturomètre. Je veux de l'épinéphrine prête, des stéroïdes et un kit d'intubation en attente. Ne poussez aucun médicament avant que je ne donne l'ordre. Nicolas obéit lorsqu'elle souleva Maxence de ses bras, même si chaque muscle de son corps résistait à la séparation. Solène tenta de toucher l'épaule de la docteure, mais Aurélie l'esquiva en douceur. L'enfant avait environ 4 ans, il était bien trop léger, brûlant de fièvre, et sa poitrine se soulevait par de courtes spasmes qui ne correspondaient pas à une simple réaction allergique. Les portes vitrées se refermèrent sur eux, transformant le monde en une lumière blanche crue, des alarmes stridentes et des mouvements exacts. Aurélie pencha son oreille près de la bouche de Maxence, vérifiant sa peau, ses pupilles, son pouls filant sous ses doigts. Le docteur Étienne Fournier appela les constantes vitales avec une anxiété contenue tandis que Denise sécurisait la ligne 4 dans la veine fragile de l'enfant. Nicolas resta pressé contre le mur, bloqué par la limite invisible du protocole médical, mais ses yeux suivaient chaque mouvement d'Aurélie. Il se souvenait de ses mains préparant le café aux premières heures de leur vie passée, et maintenant il les regardait se battre pour une vie contre la montre. Que s'est-il passé avant la crise, Solène ? Demanda Aurélie sans élever la voix. Solène prit un moment pour répondre, comme si la question l'avait plus surprise que la maladie du garçon.
Elle affirma que Maxence avait mangé des crevettes à l'ail pour le dîner et avait commencé à tousser, puis il s'était relâché. Peut-être une allergie. Peut-être qu'il avait juste peur. Aurélie écouta sans interrompre, mais elle remarqua la pause au mauvais endroit, l'hésitation avant de nommer la nourriture, le parfum écrasant provenant de la robe de la femme. Et la façon dont Solène évitait activement de regarder le flacon de médicaments pour enfants que Nicolas tenait à la main. A-t-il une allergie connue aux fruits de mer? Demanda Aurélie. Nicolas répondit avant Solène, disant non, que Maxence avait tout mangé pendant les vacances, les galas de charité et les dîners de famille. Sa voix se brisa à la fin comme si le mot famille lui brûlait la gorge. Solène pressa son sac de luxe contre son corps et ajouta que les corps des enfants changent, que leur pédiatre privé les avait avertis des sensibilités possibles. Aurélie n'argua pas. Elle poussa les médicaments nécessaires pour stabiliser ses voies respiratoires et ordonna une gazométrie artérielle, une numération sanguine complète, un bilan toxicologique complet et une analyse immédiate en laboratoire du contenu du flacon. Son instinct hurlait rarement sans raison. Maxence réagit lentement, d'abord par un léger mouvement de ses doigts, puis par un soupir rauque qui remplit la salle de traumatologie d'un espoir prudent. Aurélie ajusta le débit d'oxygène et regarda sa saturation monter point par point, refusant de célébrer trop tôt. Nicolas fit un pas involontaire en avant, mais Denise l'arrêta d'un regard sévère. Il n'était pas habitué aux limites. Pendant des années, les portes s'étaient ouvertes au son de son nom de famille, les membres du conseil avaient baissé la tête, les avocats d'entreprise avaient remodelé la vérité pour lui. Dans cette pièce, cependant, il n'y avait que l'autorité d'Aurélie et le corps fragile d'un enfant. Aurélie demanda le silence quand Maxence commença à tousser. Elle aspira doucement les sécrétions qui s'accumulaient dans sa bouche. Le garçon ouvrit les yeux pendant une seconde confuse et marmonna quelque chose que seule elle entendit. Ce n'étaient pas les crevettes, madame. La phrase sortit brisée, minuscule, presque effacée par le masque à oxygène, mais elle frappa Aurélie avec la force d'une sirène hurlante. Elle garda son expression sereine car les enfants effrayés avaient besoin de visages calmes autour d'eux. Nicolas ne vit que la docteure se pencher plus près, toucher le front de Maxence et lui promettre qu'il était en sécurité. Solène commença à sangloter plus fort une fois qu'elle réalisa que l'enfant respirait mieux. Elle s'approcha du brancard avec un drame théâtral qui occupait trop d'espace. « Mon bébé, mon doux garçon, maman est là. » Maxence ne tourna pas son visage vers elle. Aurélie enregistra le détail sans jugement apparent, de la même manière qu'elle enregistra sa température et son rythme cardiaque. Nicolas le remarqua aussi, et la douleur dans ses yeux changea de couleur. Jusqu'à ce moment précis, il avait cru que Solène était une mère désespérée. Maintenant, pour la toute première fois, il vit la peur de Maxence comme quelque chose qui ne venait peut-être pas entièrement de la maladie. Quand la crise immédiate se dissipa, Aurélie autorisa son transfert à l'unité de soins intensifs pédiatriques, USIP, pour une observation stricte. Avant qu'il ne puisse quitter la pièce, Solène exigea de parler au chef de la médecine. Elle déclara qu'elle refusait d'être traitée comme une suspecte, soulignant que Nicolas finançait de généreuses subventions pour l'hôpital et exigeant un pédiatre différent qui n'avait aucune implication personnelle avec la famille. Le mot « implication » resta en suspens, dégoulinant de poison. Étienne écarquilla les yeux. Denise serra la mâchoire, mais Aurélie enleva simplement ses gants en latex avec un calme absolu. « Solène, répondit-elle, mon seule implication ici est avec l'enfant. Tout le reste devra attendre. » Nicolas baissa les yeux, frappé par une vague de honte qu'il ne savait pas gérer. 6 mois auparavant, quand Aurélie avait essayé de se défendre contre les accusations de Solène, il lui avait aussi jeté des mots comme implication, agenda, apparence et réputation. Il se souvenait d'elle, debout dans son bureau à domicile au sol de marbre, tenant le dossier des relevés bancaires qu'il avait refusé de lire. Il se souvenait de lui avoir dit qu'elle était assez intelligente pour simuler son innocence. À l'époque, sa colère lui avait semblé une clarté. Maintenant, face à l'intégrité impeccable d'Aurélie, le souvenir revenait déformé, révélant l'homme incroyablement petit caché derrière l'empire corporatif qu'il commandait. Aurélie s'éloigna pour enregistrer ses premières notes dans le système de dossier de santé électronique, mais elle sentit les yeux de Nicolas dans son dos. Ce n'était ni de la vanité ni du triomphe.
C'était juste la vieille présence pesante d'un homme qui avait autrefois été son foyer et qui était ensuite devenu son juge et son jury. Elle se força à taper chaque ligne avec une précision millimétrée, enregistrant la chronologie, les symptômes, l'histoire contradictoire et la réponse au traitement. La médecine lui avait appris que les sentiments pouvaient mentir, mais les signes cliniques laissaient toujours une trace, et Aurélie, ayant survécu à l'humiliation publique, avait appris à faire bien plus confiance à une trace écrite qu'aux larmes. Denise s'approcha tandis que Solène tirait Nicolas dans le coin du couloir, lui murmurant rapidement à l'oreille. L'infirmière vétérane tendit à Aurélie un sac biodégradable scellé contenant le flacon de médicaments que la famille avait apporté, marqué d'une étiquette de priorité Stat. Docteur, dit-elle doucement. Ce médicament n'a pas d'étiquette ANSM conforme. Juste un code barre partiel et une date de péremption grattée. Aurélie tint le flacon entre ses doigts et sentit son malaise monter sans le laisser transparaître sur son visage. Le liquide était épais, sentant un sucre écœurant. Cela ne ressemblait pas à un médicament anti-allergique pour enfants, cela ressemblait à quelque chose formulé spécifiquement pour paraître inoffensif. Dans le couloir, Nicolas essayait de comprendre ce que Solène disait, mais ses phrases se tordaient en justifications interminables. Elle répétait qu'elle était épuisée, que la nounou avait peut-être mélangé les ordonnances, qu'il ne devait pas laisser Aurélie transformer une urgence médicale en une vengeance d'ex-femme amère. Le mot « vengeance » frappa un mur soudain et inattendu en lui. Nicolas regarda à travers la vitre de la salle d'observation et vit Aurélie penchée sur Maxence, parlant au garçon d'une voix chuchotée, ajustant sa couverture avec un soin presque maternel. Rien en elle ne semblait vindicatif. Ce qu'il voyait sur son visage, c'était une pure dévotion clinique, et cela l'humilia plus que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Solène sentit le doute s'enraciner en lui et lui agrippa le bras fermement. « Nicolas, tu sais de quoi elle est capable » chuchota-t-elle, mais la phrase sortit trop vite, trop répétée. Il la regarda pour la première fois cette nuit sans le filtre du désir, de la culpabilité et de la promesse d'un nouveau départ qu'elle lui avait vendu depuis sa grossesse. Solène était toujours belle, oui, avec la beauté très calculée de quelqu'un qui connaissait l'angle exact de sa propre fragilité. Pourtant, sous les lumières fluorescentes crues de l'hôpital, son expression portait une irritation froide qui ne convenait pas à une mère dont l'enfant venait d'être sauvé. Aurélie chargea Étienne de déposer personnellement l'échantillon au laboratoire et de ne pas le laisser sortir de la chaîne de conservation. Le jeune interne ravala sa surprise et acquiesça, réalisant que cet ordre était bien en dehors de leur routine normale. Elle retourna ensuite au chevet de Maxence. Le garçon respirait beaucoup plus facilement, mais ses petites mains restaient serrées en poing, comme s'il retenait quelque chose de dangereux à l'intérieur. Quand Aurélie lui demanda s'il avait mal, il secoua la tête d'un tout petit mouvement. Quand elle lui demanda si quelqu'un lui avait donné le médicament, il ferma les yeux et resta complètement immobile. « Tu n'as pas à répondre tout de suite, » dit Aurélie, caressant doucement le drap d'hôpital près de sa main sans envahir son espace terrifié. « J'ai juste besoin que tu te reposes. » Maxence entr'ouvrit un œil et demanda si son papa était fâché. La question fit retenir son souffle à Aurélie pendant une fraction de seconde. Les enfants craignaient généralement les aiguilles, la douleur, le noir ou d'être seul. Mais cet enfant craignait la réaction d'un adulte avant même de demander s'il allait mourir. Nicolas, debout de l'autre côté de la vitre, ne put entendre les mots, mais il vit l'ombre sombre qui passa sur le visage d'Aurélie, et quelque chose de fondamental en lui commença à s'effriter. Le chef de la médecine arriva peu après, l'air bien trop élégant pour le milieu de la nuit, portant l'expression tendue d'un homme convoqué par une famille très influente. Il salua Nicolas avec un profond respect et jeta à Aurélie un regard circonspect, la suppliant presque silencieusement de simplifier les choses. Elle ne simplifia pas. Elle rapporta le tableau clinique, les incohérences flagrantes, la nécessité absolue de garder Maxence sous observation stricte et la conservation de tous les échantillons. Solène l'interrompit 2 fois, insinuant bruyamment qu'Aurélie était émotionnellement compromise. Aurélie attendit en silence la fin de chaque interruption, puis reprit exactement là où elle s'était arrêtée, projetant une sérénité qui rendait l'hystérie de l'autre femme manifestement évidente. « Docteur Dubois », dit le chef en douceur. Peut-être serait-il prudent de transférer le cas à un autre médecin traitant, juste pour éviter toute mauvaise interprétation.
Le couloir devint silencieux. Nicolas leva les yeux, tiraillé entre le confort de fuir son passé et la terreur pure de repousser la seule personne qui semblait réellement savoir quoi faire. Aurélie referma lentement le dossier du patient. Si un autre médecin prend le relais, je remettrai le dossier complet, mais je mentionnerai par écrit que le transfert est dû à un mandat administratif avant la conclusion d'un rapport toxicologique en attente. Je documenterai également que le tuteur légal a activement contesté la collecte d'échantillons de laboratoire sans aucune justification clinique. La précision chirurgicale de sa réponse frappa le chef comme une porte qui claque. Il connaissait Aurélie assez bien pour savoir qu'elle ne bluffait jamais. Solène pâlit sous son maquillage. Et Nicolas le vit. Ce fut une seconde fugace, mais ce fut définitif. Il se souvint du nombre de fois où il avait activement ignoré de minuscules signaux d'alarme parce qu'il préférait la version de la réalité qui le favorisait. Aurélie ne se battait pas pour le reconquérir, ni pour détruire Solène. Elle se battait pour Maxence, et sa boussole morale inébranlable le blessa d'une vérité insupportable: il avait perdu une femme qui n'avait jamais eu besoin de le vaincre pour se tenir droite. Nicolas fit un pas en avant. Le cas reste avec elle, dit-il. Sa voix était rauque, dépouillée de son autorité corporative habituelle. Solène se tourna vers lui comme si elle avait été giflée, mais il ne recula pas. Aurélie ne le remercia pas. Elle acquiesça simplement et retourna à ses notes parce que la gratitude tardive d'un homme ne sauvait pas les enfants. Pourtant, au fond d'elle, un vieux souvenir se déplaça comme une cicatrice sensible. Elle se souvint de l'homme qui lui avait un jour tenu la main dans un silence confortable avant de devenir l'homme qui l'avait lâché devant le monde entier. La douleur existait toujours, mais elle ne dirigeait plus sa vie. Plus tard, quand Maxence s'endormit sous surveillance constante, Aurélie resta seule pendant quelques minutes dans la salle des médicaments, se lavant les mains sans se presser. L'eau chaude coulait sur ses doigts, lavant l'odeur d'antiseptique, de pluie et d'adrénaline, mais elle ne pouvait pas laver le sentiment persistant de danger. Le flacon sans étiquette était actuellement au laboratoire. La phrase du petit garçon continuait de résonner dans son esprit, et Solène était déjà au téléphone, faisant les 100 pas dans le parking souterrain. À travers la fenêtre, Aurélie regarda la silhouette de la femme, rigide, furieuse, ne ressemblant en rien à une mère reconnaissante pour la vie de son fils. Nicolas apparut dans l'embrasure, manquant de courage pour entrer complètement. Pendant un instant, il ne ressembla pas à l'homme des couvertures de Challenge et Capital, le propriétaire de sociétés technologiques, d'immobilier et de jets privés. Il ressemblait juste à un homme qui était arrivé bien trop tard dans une pièce où la vérité avait déjà commencé à parler. « Aurélie », dit-il, le nœud dans la gorge, faisant résonner cela comme une demande de permission. Elle coupa le robinet, sécha ses mains avec une serviette en papier et lui fit face. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, et cela le désarma plus rapidement que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. « Je veux juste savoir s'il va bien », termina-t-il, car demander pardon semblait toujours être une lâcheté tant que son fils était dans un lit d'hôpital. Aurélie répondit que Maxence était stable, mais pas entièrement tiré d'affaire. Elle expliqua que sa réaction physique ne suivait pas la présentation standard d'une allergie alimentaire, et que les résultats de laboratoire seraient le facteur décisif. Nicolas absorba chaque mot comme une sentence de juge. Il voulait demander si elle croyait sincèrement que quelqu'un avait intentionnellement blessé le garçon, mais la question mourut avant d'atteindre ses lèvres car la seule réponse possible l'horrifiait. Aurélie remarqua son hésitation, mais ne lui offrit aucun refuge. La vérité clinique n'avait aucune obligation de réconforter les parents, les maîtresses ou les milliardaires. Elle existait uniquement pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger. Avant de partir, Nicolas la regarda avec une humilité qu'il n'avait pas encore appris à porter correctement. « Je ne m'attendais vraiment pas à vous trouver ici », dit-il doucement. Aurélie soutint son regard pendant une longue seconde, et tous deux comprirent que sa phrase portait sur bien plus que l'hôpital. Elle répondit simplement que c'était sa garde, son service et son patient. Puis elle passa devant lui et retourna dans le couloir, où la garde de nuit continuait de s'épuiser. Nicolas resta figé, écoutant ses pas s'éloigner tandis que la première fissure massive s'ouvrait dans l'histoire qu'il se racontait depuis 6 mois. Au laboratoire, un technicien tint le flacon de verre à la lumière fluorescente, fronçant les sourcils devant sa viscosité très inhabituelle.
À l'USIP, Maxence dormait, sa petite main posée sur la couverture, toujours prisonnier d'une peur que personne ne lui avait jamais appris à nommer. Dans le parking souterrain, Solène supprima rapidement un message texte avant que Nicolas ne puisse sortir et le voir, et Aurélie, debout devant la vitre séparant le couloir du lit de l'USIP, comprit enfin que cette nuit ne se terminerait pas avec un enfant stabilisé. L'urgence médicale n'avait fait qu'effleurer la surface, le vrai poison se cachait encore dans l'obscurité. Les premiers résultats des analyses préliminaires arrivèrent à 3h12 du matin, juste au moment où l'équipe de nuit avait perdu l'adrénaline des premières alarmes et était entrée dans cette zone étrange et silencieuse où chaque pas semblait plus lourd. Aurélie était assise devant l'ordinateur au poste des médecins, une tasse de café tiède poussée sur le côté, lorsqu'Étienne apparut dans l'embrasure, tenant un rapport de laboratoire imprimé. Le visage de l'interne trahissait ce que son cerveau peinait encore à organiser. Elle tendit la main, lut les premières lignes et sentit le froid de la suspicion se solidifier en fait concret. Ce n'était ni des crevettes, ni des acariens, ni une réponse immunitaire spontanée. Le sang de Maxence montrait des traces distinctes d'un composé appelé Véronol B, une substance obscure enregistrée exclusivement dans des essais cliniques expérimentaux pour contrôler des crises inflammatoires sévères chez des enfants atteints de maladies auto-immunes rares. Aurélie connaissait le nom parce qu'elle avait lu une revue pharmaceutique technique des mois auparavant, juste après avoir décliné une offre lucrative de travailler comme consultante pour un réseau de cliniques privées appartenant à Valois Entreprises. Ce souvenir n'arrivait pas par hasard, il se mettait en place comme une vieille pièce de puzzle, trouvant enfin sa place exacte sur le tableau. Étienne baissa la voix en un murmure, expliquant que le laboratoire effectuait un test de confirmation secondaire, mais que les chances de contamination de l'échantillon étaient pratiquement nulles. Aurélie acquiesça lentement. La panique n'améliorait jamais l'épreuve. Elle lui donna l'instruction de documenter l'heure exacte du prélèvement sanguin, le nom de chaque technicien qui avait touché l'échantillon et le code-barre du sceau de biosécurité. Le jeune médecin hésita, commençant à demander si elle croyait réellement que quelqu'un avait délibérément drogué Maxence, mais il se retint. Aurélie regarda vers le couloir où Nicolas faisait les 100 pas et répondit simplement que l'enfant avait un droit fondamental à la vérité. Nicolas reçut la nouvelle dans la salle de consultation familiale, où les canapés moelleux ne parvenaient pas à masquer l'odeur stérile de l'hôpital. Aurélie expliqua les résultats avec une clarté absolue, choisissant des mots qui ne cachaient pas l'extrême gravité de la situation ni ne lançaient d'accusations sauvages. Elle déclara que les symptômes de Maxence correspondaient parfaitement à une exposition non autorisée à un composé pharmacologique très spécifique et qu'une analyse médico-légale approfondie était requise. Nicolas resta figé, les mains serrées sur sa bouche comme pour retenir physiquement un cri. Il connaissait le nom Véronol B, non pas en tant que médecin, mais en tant que capital risqueur qui validait les résumés exécutifs sans lire chaque page. Le composé appartenait à une start-up de biotechnologie récemment acquise par Valois Entreprises. Il se souvenait des présentations PowerPoint brillantes, des marges bénéficiaires prometteuses, des mots à la mode comme innovation, sécurité du marché et leadership mondial en médecine pédiatrique. Il se souvenait aussi clairement de Maître Antoine Leclerc, son conseiller d'entreprise le plus ancien et le plus fiable, jurant mordicus que tous les protocoles de l'ANSM étaient impeccables. Maintenant, assis en face d'Aurélie, ces salles de conseil luxueuses semblaient obscènement déconnectées du petit garçon pâle branché aux machines plus loin dans le couloir. Nicolas voulait crier qu'il n'en avait aucune idée, qu'il ne mettrait jamais un enfant en danger. Mais il réalisa soudain que l'ignorance n'était pas l'innocence. Quand on est au sommet de la pyramide, Solène fit irruption dans la pièce avant qu'Aurélie ne puisse terminer son explication. Elle portait un manteau de cachemire drapé sur ses épaules, ses cheveux lissés, son visage à nouveau obéissant à sa beauté saisissante. Elle entendit le nom du médicament et devint blême pendant une fraction de seconde, une réaction bien trop rapide pour quelqu'un qui ne comprenait soi-disant pas le jargon médical. Puis elle explosa. Elle hurla qu'Aurélie manipulait les résultats de laboratoire, qu'aucune mère ne blesserait jamais sa propre chair et son propre sang, que tout ce cauchemar était une tentative horrible et tordue de l'humilier devant Nicolas. Sa voix montait et se brisait à la hauteur parfaite, mais ses yeux ne se détournèrent jamais de la chambre de Maxence. Ils restèrent fixés uniquement sur le rapport de laboratoire imprimé sur la table. Aurélie glissa négligemment le papier hors de la portée de Solène. Solène, personne n'a formulé d'accusation formelle à ce moment précis.
Ce que nous avons, c'est un résultat clinique définitif, et les résultats cliniques ne changent pas juste parce que quelqu'un se sent offensé par eux. Nicolas leva la tête brusquement à cette phrase. Il se souvint du nombre de fois où, pendant leur mariage, Aurélie lui avait dit que les faits concrets devaient être affrontés avant de se transformer en ruine. À l'époque, il avait appelé cela son entêtement. Ce soir, cela sonnait comme une profonde sagesse. Solène sentit le changement massif dans sa posture, et ses sanglots théâtraux perdirent leur élan pendant une fraction de seconde perceptible. Elle pivota sa stratégie, se rapprochant de Nicolas, les mains tremblantes. Elle balbutia que la nounou avait dû lui donner la mauvaise dose. Que le pédiatre privé de Maxence avait un sac plein d'échantillons médicaux gratuits. Qu'un enfant riche vivait entouré de vitamines importées, de compléments biologiques et de prescriptions de luxe. Chaque excuse tombait avant que la précédente ne puisse même être traitée, construisant à la hâte un mur de bruit. Aurélie écouta, méthodiquement, nota les noms mentionnés et demanda le numéro de téléphone direct du pédiatre privé. Solène hésita. Nicolas remarqua pour la première fois depuis qu'il avait couru à travers les portes des urgences qu'il ne se précipitait pas automatiquement pour la défendre. Maxence se réveilla au lever du soleil, fragile et très confus. Ses grands yeux scrutaient les dalles du plafond acoustique avant de finalement trouver Aurélie. Elle était assise sur la chaise à côté de son lit, sans se presser, et lui demanda doucement s'il se souvenait du goût du médicament. Le garçon serra fermement sa couverture d'hôpital. Il murmura que c'était doux comme du sirop, mais que ça lui brûlait la gorge juste après. Il murmura aussi que Solène lui avait dit qu'il devait être un très gentil garçon parce que papa était super fatigué et ne voulait plus de problèmes à la maison. Aurélie ne sursauta pas et ne montra aucun choc. Elle lui dit simplement qu'il avait fait un excellent travail et qu'il avait besoin de se reposer. Les enfants n'étaient pas censés porter le fardeau d'accuser les adultes. Les adultes décents étaient censés porter ce fardeau pour eux. Dehors, Nicolas regardait à travers la vitre, incapable d'entendre l'échange. Le garçon qu'il avait fièrement appelé son fils depuis le jour de sa naissance semblait plus petit que jamais, pratiquement englouti par les perfusions et les moniteurs cardiaques. Maxence ne partageait pas son ADN. Mais Nicolas ne s'en était jamais soucié quand Solène était entrée dans sa vie, affirmant que son ex avait disparu. Pourtant, la lumière crue du matin révélait un amour étrange et toxique. Un amour fortement mélangé à la vanité d'être désespérément nécessaire, à la gratification de jouer le sauveur d'une femme qui savait exactement comment paraître impuissante. Il ne savait plus où finissait l'affection authentique et où commençait la manipulation de haut vol. Aurélie sortit de l'USIP et trouva Nicolas l'attendant dans le couloir. Il demanda si Maxence avait dit quelque chose d'important. Elle répondit que toute déclaration faite par un mineur serait traitée avec une extrême prudence et suivie par les protocoles hospitaliers appropriés. Nicolas sentit la distance glaciale dans sa réponse. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une limite. Pendant leur mariage, il avait continuellement bousculé les limites d'Aurélie comme un homme franchissant des portes ouvertes, exigeant sa compréhension infinie, son silence et son élégance chaque fois que ses absences professionnelles la blessaient. Maintenant, chaque phrase qu'elle prononçait avait une frontière en acier renforcée. Il apprenait bien trop tard que le respect n'était pas automatiquement accordé au nom de famille d'un milliardaire. Il devait être construit où il était perdu. Le téléphone portable de Nicolas vibrait sans relâche. Appels entrants de Maître Antoine, textes paniqués de son équipe juridique, notifications push de directeur des relations publiques qui avait déjà eu vent qu'une urgence médicale des Valois pourrait fuiter à la presse parisienne. Solène le supplia de répondre, insistant sur le fait que l'entreprise devait prendre les devants pour se protéger. La phrase sonnait absolument obscène dans un couloir où un enfant de 4 ans luttait pour respirer et où un médecin des urgences recueillait tranquillement des preuves médico-légales. Nicolas éteignit son téléphone pour la première fois en disant sans donner la moindre explication. Solène le regarda comme si ce simple clic de bouton était une pire trahison que n'importe quelle suspicion médicale. Pendant ce temps, Aurélie effectuait une recherche approfondie dans les dossiers de santé électronique disponibles. Le dossier de Maxence présentait des lacunes étranges. Il y avait des consultations privées enregistrées sans aucune note jointe, des ordonnances classées sous des codes de facturation génériques et des analyses de sang importées de la clinique au Marais,
un établissement médical de luxe qui était également fortement financé par Valois Entreprises. Elle demanda immédiatement des copies certifiées conformes de tout. Pleinement consciente qu'elle serait probablement confrontée à un blocage de l'entreprise, Denise entra, portant un vieux classeur physique, et nota avec désinvolture que les riches supposaient toujours que leur argent achetait un silence total jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'une archive médicale correctement tenue avait une très longue mémoire. Aurélie offrit un bref sourire incisif. Ce n'était pas une vengeance, c'était une méthode, et une bonne méthode survivait généralement à l'arrogance. À midi, le chef de la médecine revint, transpirant à travers son col coûteux. Il avait reçu des appels du conseil d'administration de l'hôpital et d'un conseiller juridique senior de Valois Entreprises. Leur forte recommandation était de transférer immédiatement Maxence dans un établissement privé exclusif, loin des commérages des infirmières ordinaires et loin d'un médecin traitant ayant une histoire personnelle compliquée liée à la famille. Aurélie écouta avec une attention indéfectible, puis demanda calmement si l'ambulance privée aurait une équipe de traumatologie avancée préparée pour un effondrement respiratoire secondaire pendant le transit sur le périphérique de Paris. Le chef ne put répondre immédiatement. Elle demanda ensuite si le bilan toxicologique complet serait finalisé et officiellement signé. Avant qu'il ne le débranche, il regarda la porte. Enfin, elle demanda exactement quelle licence médicale assumerait l'énorme responsabilité légale d'interrompre activement une enquête clinique en cours sur un mineur empoisonné. Ces questions forcèrent le silence dans la pièce à travailler entièrement en sa faveur. Le chef, qui comprenait bien mieux la politique hospitalière que la médecine d'urgence, réalisa soudain que toute décision exécutive hâtive pourrait facilement devenir une preuve contre l'hôpital lui-même. Solène s'injecta dans la conversation, déclarant bruyamment qu'une mère avait le droit constitutionnel absolu de choisir où son fils était traité. Aurélie fut entièrement d'accord, mais rétorqua en douceur que le choix devait être pleinement éclairé, légalement documenté et strictement compatible avec la sécurité immédiate du patient. Nicolas se tenait entre les deux femmes, voyant avec une clarté HD cruelle le contraste saisissant qu'il avait précédemment refusé de reconnaître. Solène exigeait un contrôle absolu. Aurélie exigeait une protection absolue. La différence était entièrement trop simple pour avoir été ignorée si longtemps. Tard dans l'après-midi, le test de confirmation en laboratoire apparut dans le système, Véronol B. La concentration était faible, mais plus que suffisante pour déclencher une réaction massive potentiellement mortelle chez un enfant sans aucun besoin médical. Aurélie ferma les yeux pendant une longue seconde, non par doute professionnel, mais pour contenir sa propre tristesse. Elle avait vu la pauvreté, la peur et la pure négligence produire des tragédies inqualifiables aux urgences. Mais il y avait quelque chose d'unique, de purement maléfique, à propos d'un enfant empoisonné au cœur d'un style de vie de luxe, entouré de médecins privés et de VUS blindés. Elle tira Étienne à part et ordonna un rapport obligatoire immédiat au service de protection de l'enfance. Puis elle intima à l'équipe principale de maintenir un silence radio absolu car la vérité avait encore besoin d'une piste d'atterrissage sûre. Quand Nicolas entendit la confirmation finale, il s'effondra sur une chaise de salle d'attente en plastique comme si les nerfs de ses jambes avaient été sectionnés. Maître Antoine Leclerc apparut enfin à l'hôpital. Il était impeccablement élégant dans un costume sur mesure gris anthracite, apportant avec lui une aura d'autorité corporative très raffinée. Il salua Aurélie par son prénom, même s'ils ne s'étaient jamais formellement rencontrés. Il déclara en douceur que Valois Entreprises était fier de son excellence médicale et qu'un incident isolé ne devrait jamais être transformé en scandale public. Aurélie répondit sèchement qu'un incident isolé était une conclusion finale, pas un point de départ. Nicolas regarda Antoine offrir un sourire creux, rodé par les relations publiques. Pour la toute première fois, il remarqua que son conseiller de confiance n'avait pas une seule fois demandé si Maxence allait survivre. Antoine tira Nicolas dans un recoin tranquille et parla de son ton grave de gestion de crise. Il affirma qu'Aurélie utilisait le garçon pour exécuter une vendetta personnelle, que Solène était émotionnellement brisée et que les Échos qualifieraient cela de négligence corporative massive. Il recommanda fortement de transférer l'enfant, de verrouiller tous les accords de non-divulgation, NDA, et de laisser les avocats d'entreprise filtrer toutes les communications ultérieures. Nicolas écouta, mais la voix d'Antoine sonnait comme si elle venait d'outre-tombe.
Au bout du couloir, Aurélie guidait une infirmière de l'USIP à travers le protocole d'hydratation 4 et les contrôles neurologiques de Maxence. Elle ne ressemblait pas à une femme complotant des gros titres. Il se demanda quand exactement il avait commencé à confondre la loyauté corporative aveugle avec la moralité réelle. La présence d'Antoine déclencha chez Aurélie un souvenir spécifique qu'elle avait essayé d'enfouir. La nuit précédant leur divorce explosif, c'est Antoine qui avait remis à Nicolas un dossier épais contre elle. Il contenait des relevés bancaires manipulés et des messages textes trafiqués, suggérant fortement qu'Aurélie n'avait épousé la famille Valois que pour financer ses start-up médicales. Nicolas avait cru le dossier avec une rapidité qui lui coupait encore le souffle, non pas parce que les mensonges étaient brillants, mais parce qu'ils avaient trouvé un foyer si accueillant et insécure en lui. Aurélie prit une profonde inspiration. La vie de Maxence n'allait pas devenir la suite de son divorce. Mais peut-être que son divorce n'avait été que l'épisode pilote d'une fraude bien plus vaste. Solène se faufila dans l'USIP, tenant un ours en peluche coûteux et arborant un sourire tragique soigneusement répété. Maxence ferma les yeux, faisant semblant de dormir dès qu'elle s'approcha. Aurélie attrapa le réflexe défensif dans le reflet de la porte vitrée. Solène tendit la main pour lui caresser les cheveux, mais le garçon sursauta physiquement, remontant ses épaules jusqu'à ses oreilles. Denise, qui vérifiait méticuleusement les lignes de médication, intervint avec une fermeté polie mais absolue, déclarant que le patient était au repos strict et ne pouvait supporter aucune stimulation. Solène sortit bruyamment en accusant le personnel infirmier d'un environnement de travail hostile. Alors qu'elle passait devant Aurélie, elle se pencha et siffla que certaines femmes amères n'acceptaient jamais d'avoir perdu. Aurélie ne s'y a pas. Perdre Nicolas n'était plus le sujet en question. Honnêtement, cela ne l'avait probablement jamais été. Cette nuit-là, Nicolas trouva Aurélie dans la petite cour du personnel où les médecins prenaient des bouffées d'air frais entre des gardes brutales. Elle regardait la pluie parisienne s'atténuer au-dessus des jardinières en béton sombre, ses épaules carrées malgré son épuisement profond. Il demanda s'il pouvait parler. Elle ne l'arrêta pas. Il balbutia qu'il ne savait vraiment rien des essais du Véronol B, qu'il avait fait confiance à Maître Antoine de sa vie, que Solène avait toujours semblé si vulnérable et douce. Les mots s'échappaient faibles et pathétiques, entièrement incapables de réparer une seule chose brisée. Aurélie écouta sans adoucir son regard. La confiance de Nicolas ne consiste pas à renoncer à sa propre cécité et à y abandonner un enfant. La phrase le frappa comme un train de marchandises sans la moindre élévation de voix. Il tenta désespérément de s'excuser pour le divorce, pour le passé, mais Aurélie leva une main avant qu'il ne puisse finir. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un enfant en danger critique. Nous avons des laboratoires médico-légaux à faire fonctionner et des cadres qui essaient activement de monter une histoire qui n'est même pas encore terminée. Nicolas sentit la lourde porte en acier lui claquer au visage, mais il ne pouvait pas la blâmer. La culpabilité était suffocante. Il voulait lui dire qu'il se réveillait encore en se souvenant de son parfum. Qu'il regrettait les nuits où elle étudiait des revues médicales dans leur lit. La façon dont elle souriait quand elle sauvait un patient et prétendait que cela faisait juste partie du travail. Mais le souvenir n'était pas un mérite et la nostalgie n'était pas une rédemption. Il déglutit difficilement et resta silencieux. Le lendemain matin, le pédiatre privé de Maxence envoya enfin les dossiers médicaux demandés par fax, mais ils étaient manifestement incomplets. Il y avait de lourdes ordonnances sans signature numérique valide et des codes génériques vagues pour des compléments anti-inflammatoires. Étienne, à l'œil aiguisé et carburant au café, remarqua que l'un des codes de facturation obscurs correspondait parfaitement à un numéro de lot expérimental traçable. Aurélie demanda instantanément des copies papier certifiées et alerta le service juridique de l'hôpital avant que les fichiers numériques ne puissent commodément être corrompus ou disparaître. Solène, alertée par une personne au sein du conseil d'administration de l'hôpital, apparut dans l'aile administrative, l'air absolument féroce. Elle exigea qu'Aurélie soit immédiatement privée de son badge, hurlant des accusations de harcèlement ciblé, d'abus d'autorité médicale et d'instabilité émotionnelle psychotique due à une femme qui avait été répudiée par le milliardaire qu'elle tentait à présent de manipuler. Le venin pur dans la pièce rendit l'air épais. Quelques administrateurs regardèrent Aurélie avec pitié, d'autres avec une colère contenue. Aurélie resta complètement immobile.
Elle ne rougit pas, ne se précipita pas pour se défendre, agissant comme si chaque insulte publique ne faisait que renforcer son mandat de ne pas céder un pouce. Elle répondit calmement que son histoire personnelle n'était pas documentée dans le dossier de Maxence, et que toute demande formelle de modification de son médecin traitant devait être déposée par écrit, accompagnée d'un accusé de réception signé des risques cliniques extrêmes encourus. Solène laissa échapper un rire sans humour, dérangé, et jura qu'elle détruirait la licence médicale d'Aurélie. Aurélie ouvrit simplement son dossier bleu, révélant les rapports de laboratoire confirmés, et croisa le regard de Nicolas, qui venait d'entrer dans le bureau. Il en avait entendu plus qu'assez pour comprendre la scène. La femme qu'il avait protégée avec sa fortune, ses avocats d'élite et son puissant nom de famille, menaçait activement le médecin qui avait littéralement sauvé son fils de l'étouffement à 2 reprises en 48 heures. La vieille envie toxique de contrôler l'image monta en lui. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Nicolas ne parla pas pour défendre Aurélie parce qu'Aurélie n'avait clairement pas besoin de sa protection. Mais il ne parla pas non plus pour défendre Solène parce qu'il ne pouvait physiquement plus la supporter. Il se contenta de regarder les administrateurs de l'hôpital et demanda que la demande de Solène soit formellement documentée sur papier, exactement comme le docteur Dubois l'avait conseillé. Solène le regarda sous le choc pur et sans mélange. À cette seconde exacte, l'alliance invisible et inébranlable entre elle et sa richesse commença à se désintégrer. Aurélie rassembla ses documents et retourna à l'USIP où Maxence dessinait des cercles bancals sur un morceau de papier imprimante que Denise lui avait trouvé. Il leva les yeux et demanda doucement s'il pourrait bientôt rentrer chez lui. Aurélie s'assit sur le bord du lit et dit oui, dès que son corps serait super fort et que tous les médecins seraient absolument sûrs que rien de grave ne lui arriverait plus jamais. Maxence sembla comprendre cela, mais il se pencha ensuite et murmura, demandant si dire la vérité mettait les adultes en colère. Aurélie lui toucha doucement la main et dit que parfois oui, mais dire la vérité était aussi la seule chose qui permettait de rester en sécurité. Le petit garçon serra un peu plus son crayon. C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. En fin d'après-midi, alors que la pluie cessait enfin de tomber sur l'horizon parisien, Aurélie savait que cette affaire avait complètement éclipsé la médecine. Elle voyait un enfant empoisonné, un milliardaire se noyant dans ses propres angles morts, une maîtresse terrifiée par une piste d'audit, et un requin de la finance qui se souciait plus des cours de la bourse que d'un battement de cœur. Son propre vieux cœur meurtri voulait leur crier dessus à tous, mais elle le verrouilla derrière une porte mentale. Elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur à Nicolas, ni de battre Solène dans un match de jalousie pathétique de télé-réalité. Elle avait juste besoin de suivre les signes cliniques, de protéger Maxence et de laisser l'effet froid et dur faire exactement ce que les lâches craignaient le plus. Elle devait laisser la vérité respirer. L'hôpital se réveilla sous un matin pâle et sans chaleur, la lumière grise se déversant dans les couloirs comme une promesse que personne n'était assez courageux pour croire. Aurélie était arrivée des heures avant sa garde prévue. Portant le même chignon serré, ses yeux meurtris par le manque de sommeil, tout en maintenant la posture ininterrompue d'une femme qui avait appris à se reposer dans sa propre discipline. À l'USIP, Maxence dormait avec une fréquence respiratoire stable. Mais le moniteur traçait toujours de petites montagnes vertes qui rappelaient à tous à quel point son soulagement était fragile. De l'autre côté de ces portes vitrées coulissantes, la guerre armait le papier. Étienne attendait déjà dans le salon des médecins avec une pile d'imprimés, 2 clés USB scellées et l'air d'un jeune médecin réalisant que la médecine était bien plus sale que ses manuels ne le prétendaient. Il avait passé la nuit à recouper les horodatages, les numéros de lot, les ordonnances et les connexions numériques au dossier de Maxence. 3 anciens bilans sanguins avaient été manuellement réécrits avec des résultats plus doux. Toujours après minuit. Toujours par des utilisateurs administratifs directement liés à la clinique au Marais. Aurélie lut la pile en un silence mort. Son visage ne montrait aucune surprise, mais le regard dans ses yeux s'assombrit comme le ciel juste avant une tornade. Denise ferma la porte derrière elle et posa un morceau de papier froissé et collant sur la table. Elle l'avait trouvé coincé derrière le tiroir des stupéfiants dans la salle d'approvisionnement pédiatrique. C'était une étiquette de pharmacie déchirée montrant le même code de l'eau exact mentionné dans les dossiers lourdement expurgés du médecin privé. L'infirmière vétérane ne dit pas « je vous l'avais bien dit ».
Bien que tout son visage rayonnait la phrase, Aurélie prit l'étiquette avec des pincettes et la déposa dans une enveloppe de preuve. Elle savait que ce minuscule morceau de papier ne ferait pas tomber un empire à lui seul, mais les mensonges massifs trébuchaient généralement sur les minuscules saletés négligentes que les gens arrogants laissaient derrière eux. Nicolas arriva à l'hôpital juste après 9 heures, abandonnant sa cravate en soie, arborant une forte barbe naissante et flanqué de 2 gardes de sécurité privés qu'il renvoya avant d'entrer dans l'aile pédiatrique. Le monde des affaires le considérait toujours comme un titan intouchable. Mais ce matin-là, il marchait comme un homme qui ne faisait plus confiance au sol sous ses pieds. Quand il trouva Aurélie, il n'essaya aucune intimité forcée ni excuse dramatique. Il demanda simplement s'il était autorisé à voir ce qu'ils avaient trouvé. Elle le conduisit dans une salle de consultation vacante, étala les documents sur la table stratifiée et laissa la réalité faire son travail brutal sans phare. Chaque ligne surlignée se lisait comme un acte d'accusation contre lui, code d'accès outrepassé, horodatage supprimé, numéro de lot de Véronol B, facturation médicale injustifiable et signature numérique d'un médecin que Nicolas ne reconnaissait que par les rapports de profit trimestriels. Le nom de maître Antoine Leclerc figurait en plein milieu des emails d'entreprises internes approuvant la publication d'échantillons exclusifs à des familles VIP sélectionnées. Une phrase dégoûtante et aseptisée pour tester des médicaments expérimentaux sur des enfants riches sans le moindre mot de consentement éclairé. Nicolas sentit la bile monter à sa gorge. Il se rappela un gala de charité somptueux où il avait porté un toast à Valois Entreprises révolutionnant les soins pédiatriques privés. Tandis qu'Aurélie, déjà exilée de sa vie, était probablement en train de s'épuiser lors d'une garde de 24 heures aux urgences, sauvant les enfants que la société oubliait. Aurélie observa le poids écrasant de la culpabilité s'installer sur son visage, mais elle n'offrit aucun réconfort. La culpabilité était utile si elle déclenchait une action. Elle était inutile si elle ne voulait qu'un câlin. Elle expliqua que sa priorité absolue était de protéger légalement Maxence et de préserver la chaîne de preuves. Nicolas leva les yeux injectés de sang, et demanda si elle croyait vraiment que Solène participait activement à la dissimulation. Aurélie prit une lente inspiration. Elle déclara qu'il y avait des incohérences massives dans le récit de Solène, une résistance agressive aux analyses de laboratoire de base et un comportement complètement incompatible avec la transparence attendue d'un tuteur légal. Elle n'accusa pas explicitement Solène. Elle n'en avait pas besoin. L'absence clinique d'une accusation rendait la suspicion plus lourde qu'une dispute bruyante. Quand Nicolas sortit de la pièce, Solène l'attendait dans le couloir, vêtue de lunettes de soleil de créateur surdimensionné et flanquée d'un jeune avocat d'entreprise astucieux. Elle serra ses propres bras comme si elle était traquée par des monstres imaginaires, mais sa voix était vive et ferme. Elle déclara qu'Aurélie utilisait son fils pour détruire la réputation de la famille que Nicolas avait choisi de construire. L'avocat commença immédiatement à lancer des mots à la mode, conflit d'intérêts, détresse émotionnelle et violation du secret médical concernant un mineur. Nicolas absorba chaque mot et vit le piège clairement. S'il défendait Aurélie, il passerait pour coupable de sentiments persistants pour son ex-femme. S'il défendait Solène, il jetterait à nouveau Maxence au loup. Aurélie sortit dans le couloir, imperturbable, serrant un dossier bleu contre sa poitrine. Le jeune avocat bomba le torse et tenta de l'intimider avec des statuts juridiques et des menaces civiles. Aurélie l'interrompit calmement, suggérant que toute plainte formelle soit immédiatement déposée auprès du comité d'éthique de l'hôpital et du conseil de l'ordre des médecins. Solène sourit d'un air suffisant à la mention du conseil de l'ordre, agissant comme si elle avait enfin trouvé l'arme chargée dont elle avait besoin. Elle siffla qu'elle déposerait les documents à l'instant même. Aurélie acquiesça simplement. La confiance arrogante de Solène vacilla une seconde car les menaces vides perdent complètement leur pouvoir lorsque la victime ouvre la porte d'entrée et vous tend la lampe de poche. Nicolas ne dit pas un seul mot, mais son silence ne recevait plus d'ordre de Solène. Cet après-midi-là, Étienne et Denise consultèrent les enregistrements des caméras de sécurité interne, non pas pour jouer les détectives, mais pour comprendre exactement qui était entré dans la chambre de Maxence pendant les heures critiques avant la publication du rapport toxicologique. La vidéo montrait des infirmières, des techniciens, des membres de la famille et une femme non identifiée portant une tenue chirurgicale beige que personne dans le service ne reconnaissait. L'angle était mauvais, filmé de loin,
mais il montrait clairement la femme en beige ayant une conversation chuchotée avec Solène près de la kitchenette pédiatrique. Aurélie déposa un ordre de préservation immédiat pour les fichiers vidéo et envoya une copie au service juridique de l'hôpital. Étienne réalisa que ses paumes transpiraient. Denise serra simplement les lèvres. Ce n'était pas une erreur. C'était un syndicat. Nicolas quitta l'hôpital au coucher du soleil et demanda à son chauffeur de se rendre directement au siège de Valois Entreprises. Le gratte-ciel de verre massif reflétait l'horizon parisien comme si rien dans le monde réel ne pouvait jamais l'atteindre. Le grand hall devint silencieux alors qu'il contournait les portails de sécurité sans reconnaître un seul salut. Montant dans l'ascenseur exécutif privé, il se souvint soudain d'Aurélie entrant dans ce même bâtiment des années auparavant, portant des chaussures pratiques, l'air agacé par la révérence feinte et rampante des cadres. À l'époque, il avait ri et lui avait dit qu'elle devait juste s'habituer au pouvoir. Aujourd'hui, il réalisa qu'elle n'avait jamais été impressionnée parce qu'elle pouvait sentir la pourriture morale cachée sous le marbre italien importé et les options d'achat d'actions. Maître Antoine Leclerc le reçut au dernier étage, rayonnant de sa confiance sereine habituelle, parfaitement encadré par des œuvres d'art abstraites et des rapports trimestriels soigneusement empilés. Avant que Nicolas ne puisse poser une question, le conseiller se lança dans une magistrale leçon de gestion de crise, de protection de la réputation, de fuite d'entreprise, de l'instabilité émotionnelle évidente d'Aurélie et de la nécessité urgente de construire un pare-feu juridique autour de la marque Valois. Nicolas resta debout. Il coupa Antoine et exigea un accès non expurgé au contrat d'essai clinique du Véronol B, aux journaux de distribution des échantillons et au paiement des sociétés écrans acheminés à la clinique au Marais. Antoine prit une demi-seconde de trop pour répondre. Il répondit en douceur que la collecte de ces dossiers nécessiterait quelques jours d'examen juridique. Nicolas, qui avait passé la dernière décennie à confondre les élégants retards d'entreprise avec la prudence, reconnut enfin l'odeur métallique distincte de la panique. La conversation entre les deux hommes fut très civilisée en surface et brutalement violente en dessous. Antoine rappela négligemment à Nicolas que Wall Street punissait brutalement l'incertitude, que les actionnaires ne survivraient pas à un scandale pédiatrique, et que son ex-femme amère avait manifestement l'intention de le réduire en cendres. Nicolas demanda pourquoi un composé biotechnologique expérimental se trouvait dans le sang de Maxence. Antoine affirma que des erreurs de chaîne d'approvisionnement se produisaient dans tout déploiement pharmaceutique complexe. Nicolas demanda pourquoi les dossiers médicaux de la clinique au Marais avaient été effacés numériquement. Antoine blâma des problèmes de migration. Nicolas demanda pourquoi Solène avait activement essayé de bloquer les analyses de sang. Antoine se tut enfin. Ce silence était plus assourdissant qu'une confession enregistrée. De retour à l'hôpital Sainte-Marguerite, Aurélie était assise avec Maxence pendant une légère séance avec le psychologue pédiatrique. Le garçon utilisait des crayons pour dessiner une maison avec des fenêtres mais sans porte d'entrée. Lorsque le thérapeute demanda doucement qui y vivait, Maxence dit que papa dormait loin dans les avions. Maman criait au téléphone toute la journée, et la dame au sac noir lui apportait de doux médicaments chaque fois qu'il toussait. Aurélie garda ses mains parfaitement immobiles sur ses genoux, ne ressentant aucune hâte de transformer le traumatisme d'un enfant en déposition. La psychologue navigua dans la conversation avec brio, et Maxence dessina finalement un petit soleil jaune dans le coin supérieur de la page. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout. Solène regardait à travers la vitre d'observation, haïssant le calme d'Aurélie avec une force physique violente. Pendant des mois, elle avait sincèrement cru que gagner signifiait prendre la place de l'épouse, porter le nom Valois, poser pour les galas de charité et être traitée comme une reine. Mais Aurélie n'agissait pas comme une femme vaincue. Elle ne suppliait pas. Elle ne rivalisait pas. Elle ne s'effaçait pas. Cette dignité inébranlable rendait Solène folle parce qu'elle donnait l'impression que sa propre victoire n'était que le vol d'un sac de contrefaçon bon marché. Solène savait comment manipuler les milliardaires vaniteux, les cadres cupides et les journalistes affamés de tabloïds, mais elle n'avait absolument aucune idée de comment détruire une femme qui n'avait pas besoin de la validation d'un homme pour être une force. Cette nuit-là, une plainte formelle et cinglante atterrit sur le bureau du comité d'éthique de l'hôpital. Solène alléguait qu'Aurélie sabotait délibérément le traitement de Maxence par ressentiment jaloux, interrogeait un mineur fragile sans consentement et endoctrinait Nicolas contre la mère de son enfant.
Le projet juridique était long, impeccablement rédigé et glacial sous sa fausse indignation. Le chef de la médecine appela Aurélie dans son bureau, se frottant les tempes, l'air épuisé. Il déclara qu'elle devrait probablement être placée en congé administratif en attendant un examen interne. Aurélie écouta sans interrompre. Derrière elle, Étienne semblait prêt à jeter une chaise par la fenêtre. Denise, qui avait refusé de laisser Aurélie entrer seule, regarda le chef comme si elle diagnostiquait une maladie mortelle. Aurélie demanda calmement que le dossier complet de Maxence, les résultats de laboratoire, les images de sécurité sécurisées et les journaux de la chaîne de conservation soient formellement joints au dossier du conseil avant toute suspension. Le chef marmonna que le conseil d'administration était sous une immense pression externe des avocats de Valois. Aurélie répondit que la pression externe ne guérissait pas un enfant empoisonné et n'effaçait pas non plus par magie la faute médicale. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Le chef rompit le contact visuel, piégé entre le courage brut qu'il admirait et la peur corporative qu'il vénérait. Finalement, il décida qu'Aurélie conserverait le contrôle clinique pendant 24 heures de plus pendant qu'une enquête formelle était lancée. C'était une petite victoire fragile, entourée de tireurs d'élite. Étienne explosa dès qu'ils furent dans le couloir. Il hurla que c'était n'importe quoi, que tout le monde dans le bâtiment savait qu'Aurélie était la seule raison pour laquelle l'enfant respirait, et que Solène ne faisait qu'utiliser sa carte noire pour écraser le seul médecin honnête de Paris. Aurélie le laissa se défouler. Quand il fut à bout de souffle, elle expliqua calmement que l'honnêteté sans stratégie tactique n'était qu'un sacrifice inutile. Il devait blinder chaque pièce de preuve pour qu'elle puisse survivre aux avocats bien payés, au conseil corrompu, à la manipulation des relations publiques et à l'intimidation. Denise sourit du coin de la bouche, fièrement. Le docteur Dubois parlait comme un médecin, mais elle complotait comme une femme qui avait déjà survécu à une exécution publique et n'avait pas le luxe de pleurer devant ses bourreaux. De l'autre côté de la ville, dans son bureau du Pentouze, Nicolas contourna enfin le pare-feu d'Antoine avec l'aide de Gisèle, sa directrice d'audit interne notoirement franche, une femme qui avait toujours méprisé Antoine Leclerc. Les feuilles de calcul financières décryptées révélaient une carte nauséabonde de faveur. De l'argent noir acheminé au pédiatre privé. Des honoraires de consultants massifs versés à une LLC appartenant au cousin de Solène. Un financement accéléré pour la clinique au Marais. Et, au centre de la toile, une autorisation exécutive signée numériquement par Nicolas lui-même des mois auparavant. Il l'avait approuvée aveuglément parce qu'Antoine avait juré que ce n'était que de la paperasse standard. Il fixa sa propre signature numérique comme un homme fixant l'arme fumante qu'il venait de se réveiller en tenant. Gisèle vit la dévastation absolue balayer son visage, mais elle ne le cajola pas. Elle déclara que Valois Entreprises avait de brillants contrôles de conformité, mais que les contrôles ne valaient rien quand le PDG sous-traitait sa conscience en même temps que son calendrier. Nicolas encaissa le coup sans ciller. Il avait passé sa vie d'adulte à acheter de l'efficacité, de l'influence et des NDA, mais il n'avait jamais réalisé qu'il ne pouvait pas racheter le jugement moral qu'il avait sous-traité. Il ordonna à Gisèle de tirer des copies papier et de les stocker hors ligne, hors des serveurs de l'entreprise. Gisèle l'avertit qu'Antoine recevrait une alerte. Nicolas répondit qu'Antoine savait probablement déjà tout de toute façon. Pour la première fois de sa vie, il ne sonnait pas comme le requin le plus intelligent de la pièce. Il sonnait comme un homme entièrement préparé à payer la facture du boucher. Solène fit irruption dans le bureau d'Antoine plus tard cette nuit-là, sentant le parfum coûteux et la panique mal dissimulée. Elle exigea de savoir pourquoi Nicolas posait soudain des questions, pourquoi Aurélie était toujours autorisée à l'USIP et pourquoi l'équipe juridique d'un milliardaire ne pouvait pas faire renvoyer un misérable médecin des urgences. Antoine lui dit sèchement de baisser la voix. Il lança que la panique était pour les amateurs et que la stratégie de confinement était toujours viable s'il pouvait juste forcer l'hôpital à transférer l'enfant et faire fuiter une histoire discréditant Aurélie. Solène rétorqua que Nicolas était en train de changer. Antoine eut un sourire condescendant. Les hommes comme Nicolas ne changent que lorsqu'ils se sentent coupables, dit-il d'un ton traînant. Finalement, ils reviennent toujours à la protection de leur portefeuille. Mais Solène n'achetait pas son zen corporatif. Elle connaissait Nicolas suffisamment intimement pour savoir que son ego,
une fois profondément humiliée par sa propre stupidité, pouvait rapidement muter en une obsession létale. Elle connaissait aussi Aurélie suffisamment bien pour être terrifiée par la femme qu'elle avait précédemment moquée. L'ex-femme n'avait pas besoin d'un scandale viral. Tout ce dont Aurélie avait besoin, c'était d'un dossier médical impeccable, d'une chronologie logique et d'un témoin infaillible. Solène quitta le gratte-ciel la mâchoire serrée, entièrement décidée à passer à la manière forte. Si Aurélie pouvait être retirée de force et un malheureux accident sans aucune responsabilité pénale, de retour à l'hôpital Sainte-Marguerite, Maxence souffrit d'une soudaine poussée de nausées accompagnée de violents tremblements sur tout le corps. Une régression terrifiante qui remit l'USIP en état d'alerte maximale. Aurélie ajusta instantanément son cocktail 4, ordonna un prélèvement sanguin stat et passa près d'une heure assise près de son lit, le distrayant avec des histoires de dessins animés, d'orages et de golden retrievers imaginaires. Nicolas arriva au milieu de la nuit, se déplaçant comme un fantôme, et resta figé dans l'embrasure pour ne pas l'interrompre. Il regarda Maxence sourire pour la toute première fois depuis qu'il avait été transporté aux urgences. C'était un sourire faible, tremblant, mais il était réel, et il était entièrement dirigé vers la femme que Nicolas avait jetée, comme si elle était un actif d'entreprise défectueux. La honte revint, mais elle se sentait différente cette fois. Plus lourde, moins dramatique, plus mature. Ce genre de honte ne voulait pas pleurer, il voulait travailler. Quand Aurélie sortit enfin pour aller au poste de saisie, Nicolas glissa une épaisse enveloppe Kraft sur le comptoir. À l'intérieur se trouvaient les copies papier des paiements des sociétés écrans, les contrats de porte dérobés et ses propres autorisations aveugles. Il murmura qu'il ne savait pas si cela aiderait le dossier médical, mais que c'était tout ce qu'il pouvait obtenir avant que les serveurs ne soient verrouillés. Aurélie parcourut les pages et saisit instantanément le poids juridique explosif des documents. Pourtant, son expression resta réservée. Elle leva les yeux et demanda s'il était vraiment prêt à valider ses preuves devant un tribunal fédéral, sachant pertinemment que cela l'impliquerait directement pour négligence exécutive massive. Nicolas prit une lente et profonde inspiration. Il répondit oui. Cela n'effacerait pas le passé, mais cela l'introduirait enfin au concept des conséquences. Aurélie glissa l'enveloppe dans un sac scellé et inviolable. Elle l'informa qu'elle transmettait le dossier au conseiller juridique de l'hôpital et rédigeait une injonction d'urgence au conseil de l'ordre des médecins, exigeant la garde protectrice du patient et un gel de toutes les données médicales. Nicolas voulait la remercier, mais le mot semblait insultant de petitesse. Il demanda si elle le haïssait. La question resta en suspens sous l'éclairage fluorescent, sonnant presque indécente dans un service de traumatologie. Aurélie regarda à travers la vitre vers Maxence avant de répondre. Elle dit que la haine exigeait un niveau d'intimité qu'elle n'avait absolument aucun intérêt à maintenir. Nicolas encaissa le coup exactement comme il le méritait, en silence complet. Il réalisait que perdre son amour était en quelque sorte moins angoissant que de perdre son respect. Juste avant l'aube, le comité d'éthique émit son mandat officiel. Aurélie fut sommée de comparaître à une audience administrative préliminaire le lendemain matin pour répondre officiellement à la plainte de Solène, après quoi son retrait de l'affaire serait finalisé. Étienne lut l'email et faillit jeter son téléavertisseur contre le mur. Denise serra les poings et Nicolas, en apprenant la nouvelle, devint livide de rage. Aurélie, cependant, imprima simplement l'email, y joignit des copies des rapports Véronol B et ouvrit un tout nouveau dossier dans le système juridique. Sur la couverture, elle tapa « Mise en danger du patient, exposition pharmacologique non autorisée. Préservation des preuves initiées ». C'était sa manière calme et méthodique de déclarer la guerre totale. La ville commençait tout juste à se réveiller quand Aurélie retourna vers la paroi vitrée de l'USIP. Maxence dormait profondément. Son dessin de la maison sans porte était collé sur la barrière de son lit. Nicolas se tenait à quelques pas derrière elle, séparé d'elle par tout ce qu'il avait détruit et par tout ce qu'il tentait maintenant de réparer sans exiger de récompense. Quelque part dans le marais, Solène complotait son prochain mensonge. Au centre-ville, Maître Antoine déplaçait de l'argent sur des comptes offshore. Aurélie savait que la tempête n'était pas passée. Elle s'était simplement transformée en ouragan. Mais cette fois, elle n'allait pas être chassée de sa propre vérité. Le jour de l'audience interne de l'hôpital commença par un calme trompeur,
comme si tout le bâtiment retenait son souffle avant une incision chirurgicale. Aurélie entra dans la salle de conférence, serrant son dossier bleu. Elle ne portait aucun maquillage pour cacher son épuisement et aucun bijou pour détourner l'attention des faits. De l'autre côté de la massive table en acajou, Solène était assise, impeccable dans une blouse de soie de couleur crème. Ses yeux s'embuèrent de la juste quantité de victimisation, flanquée de son avocat agressif. Nicolas était assis au dernier rang, ne se comportant pas comme un PDG milliardaire, mais comme un otage de sa propre ignorance passée. Le chef de la médecine ouvrit les débats avec des mots d'ordre d'entreprise soigneusement choisis sur les limites éthiques, la réputation institutionnelle et l'image du patient. Aurélie écouta le double langage corporatif, profondément dégoûtée de la facilité avec laquelle le langage pouvait être manipulé pour protéger les lâches plutôt que les patients. Quand ce fut son tour de parler, elle n'évoqua pas Nicolas. Elle ne mentionna pas le divorce brutal, et elle ne fit pas référence à l'humiliation publique qu'elle avait endurée des mois auparavant. Au lieu de cela, elle présenta les horodatages, les résultats de laboratoires sécurisés, les journaux de la chaîne de conservation, les images de sécurité préservées, les notes officielles du psychologue pédiatrique et les analyses de sang irréfutables prouvant la toxicité du Véronol B. Sa voix ne vacilla jamais. La force d'Aurélie n'avait jamais besoin de volume pour être létale. Solène tenta d'interrompre, criant qu'une mère traumatisée pouvait facilement se tromper de dosage et accusant Aurélie de transformer des actions innocentes en conspiration criminelle parce qu'elle était toujours amère à propos du divorce. L'avocat intervint agressivement, arguant que l'interrogatoire d'Aurélie au chevet d'un enfant de 4 ans fortement sous sédatif était un cas d'abus psychologique typique, motivé par une femme méprisée. Aurélie tourna calmement une page et présenta la transcription certifiée, prouvant que le psychologue pour enfants agréé de l'hôpital avait mené la conversation, entièrement supervisée par le personnel infirmier. Le silence assourdissant qui suivit eut le goût d'une défaite écrasante. Nicolas regarda Solène serrer ses stylos coûteux si fort que ses phalanges blanchirent. Cette petite fissure dans sa façade était bien plus révélatrice que ses fausses larmes. L'audience se conclut sans la suspension immédiate d'Aurélie, bien qu'il lui ait infligé un mandat de supervision formelle, un compromis administratif lâche pour sauver les apparences sans l'empêcher réellement de traiter le garçon. Pour Solène, ce fut un désastre. Pour Aurélie, c'était exactement le temps dont elle avait besoin. Elle sortit de la salle de conférence pleinement consciente que ses ennemis la considéraient désormais comme une menace existentielle, ce qui rendait ses prochaines actions exponentiellement plus dangereuses. Étienne faisait les 100 pas dans le couloir, désespéré d'une victoire claire. Elle lui dit simplement que personne ne gagne la partie tant que le patient n'est pas en sécurité. Quelques minutes plus tard, une alarme code bleu déchira l'aile pédiatrique comme un cri. Aurélie sprinta dans le couloir avant que quiconque ne puisse même expliquer ce qui se passait. Maxence était en proie à des convulsions violentes sur le lit, le dos arqué, la peau glaciale, rayonnant une puanteur nauséabonde qui défiait toutes les métriques attendues de sa récupération. Denise arrachait déjà une seringue 4 fraîchement poussée du port, les yeux grands ouverts, non pas de panique, mais de reconnaissance horrifiée. Étienne vérifia les pupilles dilatées et les constantes vitales en chute libre tandis qu'Aurélie prenait le commandement absolu. Elle aboya des ordres pour de l'oxygène à haut débit, une deuxième ligne intraosseuse, des contre-agents spécifiques et un prélèvement sanguin stat immédiat. Le petit corps de Maxence semblait être déchiré par une tempête invisible. Tout le monde dans cette pièce réalisa instantanément que quelqu'un venait de déclencher intentionnellement cet effondrement. Le flacon de verre utilisé pour prélever le médicament quelques minutes auparavant était censé contenir du Zofran, un antinauséeux de base inoffensif. Aurélie tint le flacon vide à la lumière fluorescente crue et remarqua une différence microscopique dans la teinte du verre. Le code barre correspondait. Le seau d'usine semblait presque intact, mais la viscosité du résidu liquide laissé dans la seringue était complètement fausse. Il n'y avait pas de temps pour l'indignation. Elle traita l'enfant en premier. Elle sécurisa agressivement ses voies respiratoires, poussa les médicaments antiépileptiques et inonda son système de fluide. Ce n'est que lorsque sa saturation en oxygène se stabilisa enfin qu'elle se retourna et ordonna à absolument personne de toucher le chariot médical, la poubelle à déchets biologiques ou les registres de distribution électronique. Nicolas traversa les portes juste au moment où Maxence ouvrait faiblement les yeux, trop épuisé pour même pleurer.
Voir le garçon se noyer dans les tubes et entouré de médecins terrifiés fit craquer quelque chose de primitif dans la poitrine de Nicolas. Solène se précipita juste derrière lui. Mais sa toute première question, le souffle court, portait sur qui avait autorisé le médicament, pas sur si l'enfant respirait. Aurélie l'entendit aussi. La différence entre la terreur brute d'une mère et la peur d'être pris d'un criminel était impossible à simuler. Il agrippa la barre métallique du lit. Pour la première fois de sa vie hyper contrôlée, ses milliards d'euros ne purent lui acheter une échappatoire à la vérité. Denise vérifia agressivement le chariot de médicaments tandis qu'Étienne bloquait physiquement la porte, refusant de laisser entrer ou sortir quiconque jusqu'à l'arrivée de la sécurité de l'hôpital. Une jeune infirmière pleurait contre le mur du couloir, balbutiant qu'elle avait reçu le flacon d'une infirmière flottante en tenue chirurgicale beige qui prétendait échanger des stocks périmés. La description correspondait parfaitement à la femme des images de sécurité de la veille. Aurélie ordonna à la technicienne en pleurs de s'asseoir, de boire une tasse d'eau et de noter chaque détail sur papier avant que sa mémoire ne soit altérée par la pure terreur. C'est ainsi que l'on démantelait un syndicat, un fait froid et dur à la fois. Solène commença à crier que le personnel de l'USIP était dangereusement incompétent, élevant la voix suffisamment fort pour attirer les regards des familles d'autres patients dans le couloir. Elle hurla qu'Aurélie avait orchestré tout ce code juste pour jouer les héroïnes et exigea que Nicolas transfère Maxence dans un hôpital privé à l'instant même. Nicolas se tourna pour lui faire face avec une lenteur agonisante. Son visage portait une nouvelle sorte d'agonie, mais ses yeux étaient complètement morts à sa manipulation. « Je ne vais pas éloigner Maxence de la seule équipe qui l'a réellement maintenu en vie, dit-il, sa voix tombant dans un murmure létal. Solène recula physiquement comme s'il l'avait frappée. Aurélie garda son stéthoscope sur la poitrine de Maxence, mais elle entendit chaque mot. Elle ne ressentit aucune euphorie de victoire. Elle savait de première main que les hommes puissants pouvaient regarder la vérité en face et choisir le confort du mensonge lorsque le prix devenait trop élevé. Le prix monta en flèche plus tard cet après-midi-là. Maître Antoine Leclerc arriva flanqué de 2 coûteux avocats de la défense et d'un féroce gestionnaire de crise en relations publiques. Ils posèrent une pile de documents juridiques fraîchement imprimés sur la table. L'offre était un chef-d'œuvre d'extorsion d'entreprise. Valois Entreprises transférerait immédiatement Maxence dans un établissement privé ultra VIP sous leur contrôle direct, lancerait une enquête interne hautement confidentielle et établirait une fondation caritative pédiatrique de plusieurs millions d'euros au nom de Solène. Gouverné par un conseil trié sur le volet par Antoine. Sur le papier, cela ressemblait à une générosité philanthropique extrême. En réalité, cela accordait à Solène une totale indépendance financière et donnait à Antoine l'autorité légale absolue d'enterrer toutes les preuves cliniques sous des montagnes de NDA et de déductions fiscales pour la charité. Nicolas lut le résumé exécutif et sentit la nausée revenir. Antoine parla d'un ton apaisant et hypnotique, lui rappelant négligemment que les scandales financiers anéantissaient les cours des actions, anéantissaient des milliers d'emplois et détruisaient des héritages. Il ajouta que si le docteur Dubois était sûrement un médecin compétent, sa présence continue contaminait le récit médiatique. Solène enfonça ses ongles dans le bras de Nicolas et murmura qu'il devait signer pour le bien de Maxence. Le piège psychologique faillit fonctionner car une conscience coupable cherchera toujours la sortie la plus facile. Mais Nicolas regarda à travers les stores de l'USIP. Il vit Aurélie changer le sparadrap sur la perfusion de Maxence avec une dévotion silencieuse et méticuleuse, complètement inconsciente d'être observée. Ce n'était pas un récit médiatique. C'était de l'amour. Il laissa tomber le stylo de luxe sur la table. Il ne signa pas. Le sourire poli d'Antoine disparut pendant une fraction de seconde. Il n'y aura pas de transfert, déclara Nicolas, sa voix sonnant avec une finalité absolue. Et il n'y aura pas de fondation caritative gérée par quiconque figurant dans les dossiers corporatifs de Véronol B. La mâchoire d'Antoine se serra. Solène ouvrit la bouche pour hurler une protestation, mais Nicolas la coupa, la regardant droit dans les yeux. Maxence ne sera pas utilisé comme bouclier de relations publiques, comme déduction fiscale ou comme alibi. C'est fini. La température de la pièce chuta. Pendant des années, Nicolas avait construit son empire en utilisant des déclarations agressives et définitives. Mais c'était la première commande qu'il émettait qui était née du repentir plutôt que de l'ego.
Aurélie entra pour prendre un formulaire de consentement et capta la fin de la confrontation. Pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Antoine réalisa que son emprise psychologique sur le PDG était brisée et passa immédiatement à l'extorsion. Il rappela froidement à Nicolas que sa signature numérique figurait sur les autorisations et qu'une enquête fédérale entraînerait sans aucun doute le PDG avec le reste du navire. Ce n'était pas un conseil, c'était une menace. Nicolas encaissa le coup sans ciller car c'était entièrement vrai. Il avait signé les papiers. Il avait ignoré les avertissements. Il avait délégué son éthique. Et il avait choisi la commodité plutôt que la surveillance. Il n'y avait pas de carte de victime innocente qui l'attendait de l'autre côté de cela. Il prit une lente inspiration et dit à Antoine qu'il donnerait au parquet national financier tout ce qu'il demanderait. Solène le regarda dans une terreur pure et sans mélange. L'homme qu'elle avait conquis en flattant son ego massif opérait désormais entièrement sur une conscience brisée. Et pour ses plans de survie, ce fut un désastre fatal. Aurélie demanda doucement à Nicolas d'entrer à l'USIP quelques minutes, non pas en tant que milliardaire, mais en tant que seule figure paternelle que Maxence reconnaissait réellement. Le garçon était éveillé, fragile, fixant le plafond d'un air absent. Nicolas s'approcha du lit comme si sa seule présence était radioactive. Il étouffa une excuse, suppliant Maxence de lui pardonner de ne pas avoir réalisé que quelque chose n'allait pas plus tôt. Maxence mit longtemps à répondre. Puis, d'une toute petite voix, il demanda si la dame au sac noir allait revenir. Nicolas retint ses larmes, refusant de laisser sa propre culpabilité écraser l'enfant. Il promit qu'elle ne s'approcherait plus jamais de lui. Aurélie regarda du coin de l'œil, refusant d'interférer. La réponse de Maxence sortit comme un fragile murmure. La dame a dit que le médicament était pour que maman ne pleure plus. Elle a dit que papa se mettait super en colère quand je posais trop de questions. Nicolas ferma les yeux. Il ne blâmait pas l'enfant. Il blâmait l'écosystème toxique qu'il avait financé et entretenu. Ces maisons massives, ces silences glacials, ces voyages constants et le traitement royal qu'il avait exigé que tout le monde accorde à Solène. Tout cela avait appris à un enfant de 4 ans que la vérité était un inconvénient. Aurélie regarda la réalisation le détruire complètement, mais elle ne ressentit pas assez de pitié pour l'absoudre. Pourtant, elle respecta le fait que cette fois, il ne s'enfuyait pas. Il resta dans la pièce. Tard dans l'après-midi, Gisèle appela le portable de Nicolas, paniqué. Des blocs de données massifs de la clinique au Marais étaient activement effacés des serveurs cloud de Valois. Nicolas tendit le téléphone directement à Aurélie, qui exigea des spécificités techniques sans perdre une seconde. Gisèle expliqua que des sauvegardes partielles et anciennes pourraient encore exister sur un rack de serveurs obsolètes dans le sous-sol de l'hôpital, reste d'un projet d'intégration informatique d'entreprise conjointe d'il y a des années. Denise entendit et se souvint instantanément d'une salle d'archives verrouillée et abandonnée dans le sous-sol depuis le réaménagement de l'aile pédiatrique. Aurélie n'hésita pas. Elle attrapa Étienne, Denise et un technicien informatique d'astreinte et se dirigea vers les ascenseurs. Nicolas insista pour venir. Aurélie marqua une pause juste assez longue pour tracer la limite. Si vous venez, vous suivez mes règles, pas celles du conseil. Il acquiesça. Le sous-sol sentait le béton humide, le métal oxydé et le papier en décomposition. Les tubes fluorescents bourdonnaient et scintillaient, leur donnant l'impression d'être à des kilomètres des ailes de bienfaisance ultramodernes de l'étage. Ici, entourée de câbles Ethernet emmêlés et de poussière, Aurélie sentit que la vérité survivait souvent simplement parce que les gens puissants étaient trop arrogants pour nettoyer leurs propres ordures. Le terminal obsolète mit des minutes angoissantes à démarrer, mais le technicien informatique finit par craquer l'ancien répertoire. Des dossiers inondèrent l'écran avec des codes d'essais cliniques, des dates de déploiement et des identifiants cryptés. Étienne compara le numéro de lot de l'étiquette de pharmacie froissée avec les manifestes d'expédition expérimentaux. Denise toucha le gros lot. Elle trouva une feuille de calcul Excel classant les patients pédiatriques par risque démographique, âge et proximité avec des influenceurs d'entreprises de grande valeur. Le nom de Maxence était tout en haut, signalé comme un atout social de grande valeur. L'estomac d'Aurélie se contracta violemment.
Ce n'était pas une mère désespérée commettant une erreur, ni un médecin privé voyou repoussant les limites. C'était une récolte clinique ciblée. Des enfants étaient utilisés comme cobayes non documentés, protégés par la richesse massive de leurs parents et des NDA. Nicolas lut la feuille de calcul par-dessus l'épaule d'Aurélie et eut l'air de vouloir vomir. Il y avait d'autres noms, d'autres familles parisiennes éminentes, d'autres dates où des réactions indésirables graves étaient camouflées en asthme saisonnier, en gastro-entérite ou en réaction allergique. L'empreinte numérique d'Antoine était partout sur les approbations. Le médecin de Aumarais avait archivé les données cliniques. Solène recevait des paiements de consulting massifs qui coïncidaient parfaitement avec les dates où Maxence était dosé. Aurélie ordonna une copie miroir complète sur une clé USB cryptée et un transfert sécurisé immédiat au conseiller juridique général de l'hôpital. Les mains du technicien informatique tremblaient. Denise lui posa une main ferme sur l'épaule, déclarant que avoir peur était normal, mais laisser des enfants mourir parce qu'on avait peur était bien pire. Juste au moment où la barre de progression atteignait 100%, des palos résonnèrent dans le couloir en béton. Un agent de sécurité privé apparut dans l'embrasure, posant une main sur son taséol stérisé, aboyant que la pièce était restreinte et que tout le monde devait s'éloigner du terminal. Nicolas reconnut instantanément l'uniforme tactique, c'était la firme de sécurité corporative privée de maître Antoine Leclerc. Aurélie glissa la clé USB cryptée dans la poche profonde de sa blouse blanche et exigea de voir son badge d'hôpital. L'agent se précipita vers la tour de l'ordinateur, mais Nicolas s'interposa directement, les épaules carrées. Il n'y eut pas de bagarre, juste la tension létale d'un milliardaire défendant enfin la bonne frontière. Étienne activa le bouton de panique pour la vraie police de l'hôpital. Denise prit une photo du visage de l'agent avant qu'il ne puisse se détourner. Au moment où ils retournèrent à l'USIP pédiatrique, l'atmosphère avait muté. Solène était assise à côté de Maxence, lui murmurant agressivement à l'oreille. Dès qu'elle vit Aurélie, elle sursauta, fourrant frénétiquement quelque chose dans son sac de luxe surdimensionné. Nicolas le vit et exigea qu'elle ouvre le sac. Solène laissa échapper un rire maniaque, l'accusant de la maltraiter, mais ses mains tremblaient violemment. Aurélie fit signe à Denise, qui appuya instantanément sur le bouton mural pour un « code rouge », menace de sécurité pour un patient. À l'intérieur du sac de créateur se trouvait un petit flacon de verre vide enveloppé dans un mouchoir imprégné de parfum. Solène hurla que c'était juste ses gouttes oculaires sur ordonnance. Aurélie ne discuta même pas. Elle ordonna un prélèvement asthma du résidu, des photos numériques du sac et une interdiction immédiate et totale de l'accès de Solène à l'enfant. L'effondrement final de Solène ne fut pas une scène dramatique hollywoodienne. Sa beauté méticuleusement travaillée fondit simplement de son visage comme de l'argile mouillée. Elle hurla que Nicolas était un ingrat pathétique. Elle cria que tout ce qu'elle avait fait était pour assurer leur empire financier, qu'Antoine avait promis de les rendre intouchables, et qu'Aurélie serait toujours un fantôme pathétique en temps leur mariage. Le venin se répandit trop vite, confessant bien plus qu'elle n'en avait l'intention. Nicolas resta là, absorbant chaque mot psychotique, la laissant brûler le dernier pont possible d'un malentendu. Maxence commença à pleurer dans son lit. Aurélie s'interposa doucement devant la mère, non pas avec agressivité, mais avec l'autorité absolue et inébranlable d'un médecin urgentiste protégeant son patient. Solène fut escortée hors de l'USIP par la police de l'hôpital et son avocat paniqué, hurlant des menaces tout le long du couloir. Antoine tenta de joindre Nicolas, puis le chef de la médecine, puis le conseil d'administration, mais les données cryptées transitaient déjà par des canaux fédéraux qu'il ne pouvait pas corrompre. Aurélie remit les clés USB à l'équipe juridique, déposa son affidavit clinique et demanda officiellement que la police judiciaire et le procureur soient immédiatement impliqués. Nicolas resta à ses côtés tout au long de ce cauchemar administratif, sans jamais tenter de prendre le contrôle du récit. À chaque document qu'il signait, il semblait enfin comprendre que la rédemption ne consistait pas à être un héros. Il s'agissait de s'écarter et de laisser la vérité faire son travail. Plus tard cette nuit-là, quand Maxence s'endormit enfin d'un sommeil profond et sans tremblement, Aurélie sortit dans le couloir et trouva Nicolas assis seul dans la salle d'attente sombre, la tête enfouie dans ses mains. Il se leva quand il la vit. Pendant une longue minute, aucun des deux ne parla. Le naufrage de leur passé était là, dans la pièce, mais ils ne dirigeaient plus le navire.
Nicolas brisa le silence. Il confessa qu'elle avait essayé de le prévenir à propos de Solène, à propos d'Antoine, à propos de son incapacité fatale à faire la différence entre la loyauté et l'engouement maladif. Il admit qu'il l'avait jeté parce qu'il était beaucoup plus facile pour son ego de croire qu'Aurélie était une croqueuse de diamants que d'accepter qu'une femme l'aimait réellement sans vouloir un morceau de son empire. Aurélie écouta, sentant la vieille cicatrice se tendre, mais elle ne saignait plus comme avant. Elle lui dit que sa nouvelle clarté ne lui rendait pas les nuits où elle pleurait seule sur le sol de sa salle de bain. Elle n'effaçait pas les articles de tabloïds vicieux, et elle ne remboursait pas les mois qu'elle avait passés à reconstruire sa santé mentale dans le chaos des urgences. Nicolas acquiesça, ses yeux brillants de larmes non versées, refusant complètement de demander pardon. Elle ajouta que Maxence avait besoin d'un adulte fonctionnel maintenant, pas d'un martyr tragique faisant un voyage de culpabilité. Cette vérité crue était la quantité maximale de grâce qu'elle pouvait lui offrir. Nicolas prit les mots comme une mission sacrée, non comme une promesse de retrouvailles. Les nuits parisiennes engloutirent à nouveau l'hôpital, mais cela semblait entièrement différent de la nuit du premier code. Dans l'USIP, Maxence dormait entouré d'une protection médicale impénétrable, renforcée par des preuves médico-légales numériques qui traquaient déjà ses agresseurs. Dans l'aile juridique, des assignations fédérales étaient en cours de rédaction. Quelque part dans un gratte-ciel, maître Antoine Leclerc réalisait qu'il avait gravement sous-estimé un médecin urgentiste habitué à gérer des pertes massives et une infirmière en chef qui conservait les déchets comme des preuves d'état. Aurélie se tenait près de la vitre de l'USIP, observant la montée et la descente rythmique de la poitrine du petit garçon, sachant que la guerre finale ne faisait que commencer. L'affidavit clinique d'Aurélie atteignit le Conseil de l'Ordre des médecins avant que maître Antoine Leclerc ne puisse tisser sa toile de relations publiques. À 8 heures, 3 agents de conformité de l'hôpital, 2 agents de la police judiciaire et un procureur adjoint spécialisé dans la mise en danger des enfants franchirent les portes de l'hôpital Sainte-Marguerite, portant des badges visibles et des expressions sombres. Leur présence modifia instantanément la gravité de l'aile pédiatrique. Les infirmières parlaient à voix basse. Les médecins évitaient le contact visuel, et les parents serraient leurs enfants malades un peu plus fort. Aurélie reçut l'équipe fédérale dans la salle de conférence. Elle leur remit les protocoles scellés, les tests toxicologiques et les disques durs cryptés sans ajouter la moindre once de drame. Nicolas entra 5 minutes plus tard, flanqué de Gisèle et d'un avocat de la défense extérieure qui n'avait absolument aucun lien avec Antoine Leclerc. Nicolas avait choisi un étranger parce qu'il comprenait enfin que la loyauté achetée avec de l'argent d'entreprise était toujours infectée. Il ne prit pas la tête de la table. Il s'assit sur le côté, ouvrant une mallette pleine de contrats de sociétés écrans, d'approbation de portes dérobées et de registres de virements bancaires. Il déclara catégoriquement qu'il coopérait pleinement, même là où la paperasse prouvait sa propre négligence grave. Le procureur adjoint le regarda sans la moindre trace de pitié. Aurélie fit de même. Sa reddition était légalement nécessaire, mais elle ne faisait pas de lui un saint. L'interrogatoire commença sur le plan clinique et devint rapidement brutal. Qui a autorisé les échantillons de Véronol B pour Aumarais? Qui a classé les mineurs comme des actifs sociaux de grande valeur? Qui a manuellement effacé les dossiers médicaux électroniques? Qui a autorisé les paiements de consultation aveugles? Nicolas répondit à tout ce qu'il savait, admit tout ce qu'il avait aveuglément ignoré, et refusa de déguiser sa négligence catastrophique en confiance exécutive. À chaque admission, il semblait perdre une couche de son armure de milliardaire, la remplaçant par une humanité douloureuse et brute. Aurélie remarqua le profond changement, mais elle garda sa distance émotionnelle. Le centre de cette pièce était Maxence. Solène fut interrogée dans un petit bureau administratif de l'hôpital sans fenêtre. Pas d'éclairage flatteur, pas de public complaisant. Elle portait une robe noire sombre et un visage tragique profondément répété, mais ses yeux virevoltaient comme ceux d'un rat piégé. Elle joua la carte de la victime, pleurant qu'elle n'était qu'une mère faisant confiance à des médecins d'élite, affirmant qu'Antoine s'occupait de la paperasse médicale parce que Nicolas était toujours trop occupé par l'entreprise. Mais lorsque le procureur adjoint déposa les photos du flacon de verre vide trouvé dans son sac de luxe, les images de sécurité de la remise et les traces bancaires acheminant l'argent de Valois à la LLC de son cousin, le débit répété de Solène s'effondra. Les larmes coulèrent, mais cette fois,
personne ne crut à la mise en scène. Acculée, elle se retourna instantanément contre Antoine. Elle balbutia qu'Antoine avait promis d'assurer l'héritage de Maxence, de garantir son avenir financier et de s'assurer que Nicolas ne reviendrait jamais vers son ex-femme. Cette seule phrase hystérique mit à nu le cœur pourri de son motif. Même son propre avocat très bien payé grimaça visiblement. Aurélie, debout devant la porte, ne capta que des fragments de l'audio, mais c'était suffisant. Elle ne se sentit pas vengée. Elle ressentit juste une profonde tristesse devant la facilité avec laquelle des adultes brisés transformaient des enfants en jetons de poker pour acheter leur propre sécurité, vanité et avidité. Solène n'était pas un monstre mythique. Elle était juste une femme profondément égoïste qui avait choisi un style de vie de luxe au détriment des poumons de son propre fils. Maître Antoine Leclerc tint beaucoup plus longtemps. Il ne pleura pas. Il ne supplia pas. Et il ne blâma pas l'univers. Lorsque la police judiciaire fit une descente au siège de Valois Entreprises avec un mandat fédéral, il tenta même de jouer l'hôte élégant, offrant aux agents un espresso dans la salle de conférence. Cette politesse sociopathique dura exactement jusqu'à ce que l'unité de cybercriminalité contourne ses pare-feux en utilisant les codes d'accès fournis par Gisèle. Ils trouvèrent les emails cryptés, les comptes offshore, les dérogations ANSM falsifiées et les notes internes rejetant activement les effets secondaires pédiatriques graves comme un bruit statistique acceptable. Pour Antoine, les enfants n'étaient que des points de données avec des noms de famille utiles. Pour Aurélie, c'étaient des corps chauds gelants dans les salles de traumatologie. Cette différence fondamentale avait décidé de l'issue de la guerre avant même que les avocats ne déposent un mémoire. L'histoire fit la une du journal télévisé du soir, mais pas du tout comme Antoine l'avait prévu. Elle ne fut pas présentée comme un divorce houleux, une ex-femme jalouse ou une erreur hospitalière tragique. Les titres étaient ancrés par des preuves médico-légales solides, une descente fédérale massive et la suspension immédiate de la moitié du conseil exécutif de Valois. Nicolas tint une conférence de presse sur les marches du tribunal fédéral sans Solène, sans Antoine, et complètement dépouillé de son habituel vernis arrogant d'entreprise. Il annonça sa pleine coopération avec le parquet national financier et déclara que Valois Entreprises financerait un fonds de fiducie médicale indépendant massif pour fournir des soins à vie à tout enfant exposé dans les essais illégaux, entièrement supervisés par les régulateurs de l'État. Il ne demanda pas la sympathie du public. Il exigea une enquête impitoyable sur sa propre entreprise. Aurélie regarda la diffusion en direct sur une petite télévision dans la salle de repos, debout à côté de Denise et Étienne. Lorsque Nicolas nomma publiquement la docteure Aurélie Dubois, louant l'intégrité impeccable de l'équipe de l'USIP de Sainte-Marguerite, elle éteignit la télévision avant qu'il ne puisse finir la phrase. Denise leva un sourcil. Aurélie se contenta de hausser les épaules, murmurant qu'une excuse de relations publiques sur BFM TV ne poussait pas de médicaments 4 ou ne sécurisait pas une voie respiratoire. Étienne laissa échapper un rire court et épuisé, sentant le poids écrasant se lever de sa poitrine pour la première fois en une semaine. La tension était toujours là, mais la dynamique s'était inversée. Ce n'était plus un médecin urgentiste combattant un empire de l'ombre. L'Empire était maintenant en train de se vider de son sang sous les projecteurs. Maxence se remit lentement mais sûrement. Les fièvres tombèrent, les tremblements neurologiques disparurent et la couleur rose revint à ses joues par petites étapes. Le personnel de l'USIP célébrait en chuchotant. Aurélie réduisit progressivement ses médicaments, améliora son régime alimentaire pour des aliments solides et ordonna une thérapie par le jeu intense et continu. Le garçon sursautait toujours et se réveillait terrifié si une porte s'ouvrait trop vite, mais il commença à poser des questions sur les dessins animés, les chiens et quand il pourrait jouer sous la pluie sans qu'une fenêtre ne l'en empêche. Nicolas passa des heures assis sur une chaise en plastique près du lit, son téléphone portable verrouillé dans sa voiture, apprenant lentement une compétence pour laquelle il avait toujours payé d'autres personnes, celle de simplement s'asseoir et d'être présent sans essayer de contrôler la pièce. Un juge fédéral frappa Solène d'une ordonnance restrictive stricte, lui interdisant de s'approcher de Maxence pendant que le grand jury se réunissait. Le mandat légal était nécessaire, mais la réalité de celui-ci tomba sur la chambre d'hôpital comme un silence lourd et gênant. Maxence ne la demanda pas le premier jour, ni le deuxième. Le troisième jour, il demanda doucement si sa maman était malade dans sa tête. Nicolas s'étouffa, incapable de trouver les mots.
Aurélie, qui rinçait un cathéter veineux, intervint et expliqua avec une extrême douceur que parfois les adultes faisaient de très mauvais choix effrayants quand ils avaient peur ou voulaient trop quelque chose. Mais elle le regarda droit dans les yeux et lui promit qu'absolument aucun de ces mauvais choix n'était de sa faute. Maxence la fixa longtemps, et il sembla enfin le croire. Cette nuit-là, Nicolas trouva Aurélie assise dans la chapelle interconfessionnelle vide de l'hôpital. Elle ne priait pas à voix haute. Elle était juste assise tout au fond du banc, les mains jointes, fixant la lumière dorée et chaude qui se déversait des vitraux modernes. Il s'arrêta à une distance respectueuse. Il mentionna doucement que Maxence avait demandé s'il pourrait toujours voir le docteur Dubois après son retour à la maison. Aurélie offrit un sourire faible, presque invisible. Elle répondit qu'il aurait une équipe de pédiatres ambulatoires incroyables, de thérapeutes et une routine très sécurisée. Nicolas comprit la limite qu'elle traçait. Un enfant traumatisé ne pouvait pas être autorisé à développer une dépendance émotionnelle permanente envers le médecin qui l'avait tiré d'un naufrage. Il lui offrit alors de véritables excuses. Pas de manipulation d'entreprise, pas de mise en garde défensive, pas de tentative désespérée de tirer parti de leur passé commun pour une seconde chance. Il s'excusa pour la nuit où il lui avait remis les papiers du divorce, pour les accusations viles, pour les dossiers bancaires qu'il avait refusé de vérifier, et pour chaque fois où il avait regardé son élégant silence et l'avait mal diagnostiqué comme de la faiblesse. Aurélie accueillit ces mots comme quelqu'un ramasse les morceaux brisés d'une belle antiquité. Certains éclats lui coupaient encore les doigts, mais l'objet n'avait plus sa place chez elle. Quand il se tut enfin, elle lui dit qu'elle acceptait son profond remords comme un fait, mais qu'elle ne le convertirait pas en retrouvailles. Son pardon était réel, mais ce n'était pas une porte tournante. Nicolas absorba la finalité dans sa voix, et le chagrin sur son visage ne suppliait pas d'être consolé. Il lui dit qu'il allait passer le reste de sa vie à essayer de reconstruire ce qu'il avait brisé, même si elle ne le voyait jamais, même si elle ne le laissait plus jamais s'approcher d'elle. Aurélie le regarda avec une paix profonde, sans aucune douceur facile. Elle lui dit que réparer les choses dans l'obscurité, sans public, était le seul type de réparation qui comptait réellement. Elle se leva pour retourner aux urgences, avant de franchir les lourdes portes en bois, elle marqua une pause et lui dit de commencer par Maxence, puis les autres victimes, et enfin la corporation qui avait autorisé la maltraitance des enfants sur papier en tête de l'entreprise. C'était une phrase lourde, mais c'était aussi une feuille de route pour l'avenir. Les semaines suivantes virent une vague d'inculpations fédérales, de gel d'actifs et de dépositions éprouvantes. Maître Antoine Leclerc perdit son sang-froid habituel dès qu'il réalisa que ses compères de la finance concluaient agressivement des accords pour se sauver. Solène alterna des stratégies de défense très différentes, blâmant les médecins de Aumarais, ses propres avocats et Nicolas, jusqu'à ce que le parquet national financier divulgue ses messages textes supprimés, anéantissant son parjure. Le pédiatre privé se retourna contre tout le monde en échange d'un accord de plaidoyer, remettant à la police judiciaire un registre principal de chaque enfant exposé aux médicaments. Aurélie agit en tant que consultante médicale indépendante pour plusieurs de ces cas, apportant la même impitoyable rigueur clinique qu'elle avait utilisée pour sauver Maxence. Le système judiciaire était d'une lenteur agonisante, mais il avançait enfin dans la bonne direction. Le Conseil de l'Ordre des médecins classa officiellement la plainte éthique, statuant que la docteure Aurélie Dubois avait agi avec une rigueur clinique exceptionnelle, un jugement éthique impeccable et une défense héroïque de ses patients. Le conseil d'administration de l'hôpital Sainte-Marguerite émit des excuses internes larmoyantes pour avoir tenté de la suspendre sous pression corporative. Étienne encadra mentalement le PDF, mais Aurélie refusa de se réjouir. Être officiellement blanchi d'une accusation psychotique fabriquée n'était pas un trophée. C'était juste une correction tardive d'une insulte. Pourtant, plus tard cette nuit-là, elle laissa Denise l'envelopper dans une immense étreinte dans le couloir vide. L'étreinte fut brève, mais elle portait l'immense poids de chaque heure où Aurélie avait tenu bon sous les tirs, complètement seule. Maxence sortit de l'hôpital par un matin clair et lumineux à Paris. Il portait une doudoune bleue et tenait son dessin au crayon de la maison. Il était maintenant mis à jour. Il avait une grande porte d'entrée rouge, 2 fenêtres ouvertes et un chien jaune très penché dans le jardin. Aurélie s'agenouilla à sa hauteur pour lui dire au revoir. Le petit garçon demanda si elle allait être triste.
Elle sourit et lui dit que les médecins étaient en fait les plus heureux quand les enfants sortaient par les portes d'entrée sur leurs propres deux pieds. Il y réfléchit une seconde, puis répondit sérieusement qu'elle devait être très douée pour être heureuse tout en manquant aux gens. Nicolas l'entendit et baissa les yeux vers ses chaussures parce que l'observation d'un enfant de 4 ans venait de résumer toute l'âme d'Aurélie mieux que n'importe quel journaliste primé ne l'aurait jamais pu. Des paparazzis grouillaient à l'entrée principale, mais Nicolas emmena Maxence par un quai de chargement souterrain sécurisé, refusant de transformer la survie du garçon en un cirque médiatique. Gisèle avait officiellement pris les fonctions d'auditrice fédérale indépendante pour Valois Entreprises, et la division biotechnologique était en cours de liquidation sous la supervision du parquet national financier. Nicolas perdait des biens immobiliers, combattait des actionnaires furieux et voyait s'effondrer des contrats lucratifs. Mais il ne considéra aucune perte comme injuste. Pour la première fois de sa vie, il comprit qu'un homme pouvait survivre à un scandale de relations publiques avec des milliards en banque et être encore moralement en faillite. La seule reconstruction qui comptait n'aurait pas lieu dans une salle de conférence. Elle aurait lieu dans les choix silencieux et répétitifs qu'il faisait quand absolument personne ne l'applaudissait. Des mois plus tard, Aurélie traversa le jardin de guérison extérieur de l'hôpital. À la fin d'une garde aux urgences étonnamment calme, l'air parisien sentait la terre humide et le lac d'Annecy, et la ville semblait enfin respirer sans sirène en arrière-plan. Sa vie n'était pas devenue un conte de fées par magie. Elle faisait toujours face à des gardes brutales, des dossiers interminables, la paranoïa de la faute professionnelle, des patients mourants et l'insomnie. Mais elle avait aussi regagné son nom, forgé une équipe de traumatologie inébranlable et acquis la connaissance tranquille et inébranlable qu'aucune humiliation publique ne pourrait jamais dicter sa valeur. Elle n'était pas seulement la femme que Nicolas Valois avait jetée. Elle était le médecin traitant qui avait tenu bon quand tout le monde s'attendait à ce que son chagrin la brise. Nicolas la trouva assise près de la fontaine en pierre. Il n'apporta pas 2 douzaines de roses, des bracelets en diamant ou des promesses grandioses. Il tenait un simple dossier Kraft. Il lui tendit le rapport trimestriel inaugural du nouveau fonds fiduciaire sous surveillance fédérale établi pour les victimes du Véronol B. Il était désormais entièrement gouverné par des pédiatres indépendants, des avocats éthiciens et des défenseurs des patients, sans aucun cadre de Valois autorisé au conseil. Il lui dit qu'il voulait juste qu'elle le voie, non pas pour une tape dans le dos, mais parce que ces mots dans la chapelle avaient résonné dans sa tête comme un ordre direct. Aurélie lut le résumé exécutif. Elle lui rendit le dossier et déclara simplement que ce n'était que le strict minimum de départ. « Je sais », répondit-il. Ils restèrent là quelques secondes dans la brise fraîche, ne se comportant pas comme des amants maudits séparés par une fierté tragique, mais comme 2 adultes qui avaient enfin appris à regarder l'horrible vérité sans avoir besoin d'un filtre. Nicolas l'aimait toujours, probablement plus profondément maintenant qu'il réalisait qu'il ne pourrait jamais la posséder. Aurélie s'accrochait toujours aux bons souvenirs, mais elle ne confondait plus la nostalgie avec un risque de fuite. L'amour qui avait survécu au feu s'était cristallisé en quelque chose d'autre. Il était devenu une compassion profonde sans abandon, un souvenir sans cage et un pardon sans billet de retour. Quand il demanda doucement si elle pensait qu'il pourrait un jour prendre un café sans que cela ne fasse mal, elle répondit que peut-être il le pourrait une fois que la douleur cesserait enfin de réclamer la meilleure place à table. 1 an plus tard, Maxence revint à l'hôpital Sainte-Marguerite uniquement pour un suivi pulmonaire de routine. Il franchit les portes automatiques d'un pas confiant, parlant à toute vitesse, tenant fermement la main de Nicolas. Il fourra pratiquement un nouveau dessin dans les mains d'Aurélie. Cette fois, la maison avait une porte massive, un jardin, un ciel bleu vif et 3 silhouettes de bâtons se tenant à une distance de sécurité. Aucune n'avait de nom écrit au-dessus de la tête, mais toutes souriaient. Solène attendait sa condamnation fédérale sous stricte assignation à résidence. Maître Antoine Leclerc faisait face à d'énormes accusations de racket, et ses anciens VP se retournaient violemment les uns contre les autres pour des accords d'immunité. L'univers n'avait pas offert un karma poétique impeccable, mais il avait livré des conséquences concrètes. Et dans le monde réel, c'était une forme d'espoir très fonctionnelle. Aurélie épingla le dessin sur le tableau d'affichage de son bureau exigu après le départ de Maxence. Il était juste à côté de notes de remerciements désordonnées d'autres enfants, d'horaires de garde, de dépliants de campagne de vaccination et d'un post-it jaune vif que Denise avait laissé sur son bureau et qui disait
le courage, c'est juste de continuer à être gentil. Aurélie traça le contour du dessin au crayon et sourit. Dans le couloir, l'alarme de la salle de traumatologie recommença à retentir car la vie n'arrêtait jamais d'avoir besoin de mains sûres. Elle ajusta le col de sa blouse blanche, vérifia son élastique à cheveux et retourna sous la lumière fluorescente crue, portant une paix profonde et intouchable qu'aucun milliardaire ne pourrait jamais signer, acheter ou lui arracher. Cette nuit-là, alors que la pluie parisienne battait violemment la vitre des portes des urgences, Aurélie entra dans la salle de traumatologie avec le même calme absolu qu'elle avait montré la nuit où Nicolas était arrivé en portant un garçon mourant. Tout dans son univers avait changé. Le moniteur bipait toujours au même temps exact, mais la fréquence interne était nouvelle. La vieille douleur suffocante qui marchait à ses côtés comme une ombre marchait maintenant des kilomètres derrière elle, assez petite pour ne plus dicter sa vitesse. Aurélie savait que les histoires de trahison et d'abandon pouvaient facilement se terminer par une vie d'amertume. Mais son histoire se terminait par un choix conscient. Et son choix était de continuer à sauver des vies sans jamais oublier de se sauver elle-même.